Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 431 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le bilan des Atlanta Hawks 2025. C'est le tour d'Atlanta avec Azad du NBA Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan. Aujourd'hui ce sont les Atlanta Hawks qui passent à la loupe du Basket Lab et de notre invité, puisqu'aujourd'hui pour parler de Atlanta, on est avec quelqu'un qui signe du Z comme Azad, alors que comme Zoro aussi, alors que sur le Basket Lab c'est plutôt le sergent Garcia. Oh là là. C'est Azad, comment ça va Azad? Oh, le sergent Garcia. En plus, putain, si je pouvais avoir sa moustache, j'en serais fier. Mais bah écoute, ça va très bien. Équipe chouchou, hein, en fait, depuis, je crois que chaque année on dit que c'est une équipe qu'on va suivre et chaque année on est déçu. Et ouais, cette année encore une fois, il y a eu des hauts et des bas, donc il va y avoir du bon et du moins bon, mais c'est quand même assez intéressant. Et je pense que on a une équipe qui est intéressante à analyser parce qu'il y a des joueurs superstars, enfin il y a un joueur superstar, il y a des jeunes avec du potentiel et il y a un coach qui essaye de mettre des choses en place au fur et à mesure. Donc ouais, il y a des choses à dire. Voilà, c'était le bilan des Atlanta Hawks. Merci de nous avoir écoutés. Bon, à part ça va? Zoro, sergent Garcia, t'avais la ref ou pas? Ouais, je pense que t'aurais espéré que je sois Bernardo, comme ça j'ai pas à intervenir, mais malheureusement j'ai la parole. Tu vois, si on était journaliste, on dirait les Hawks peinent à décoller, tu vois, c'est un truc comme ça. Ou alors prise de bec à Atlanta, point d'exclamation. Je ne sais pas. Est-ce que Zaccharie Zaché a pris son envol? Oui, ce que je viens de dire, du coup, non? Bref. Oui, mais tu vois, il y avait décoller et prendre son envol, je trouve que il y a deux choses un peu différentes, parce que prendre son envol, t'as un peu l'aspect d'émancipation, finalement. Et donc aujourd'hui, pour parler d'Atlanta, je viens de trouver l'introduction, mais 2 minutes après. Pour parler d'Atlanta, nous recevons un vrai faucon. C'est Azad. Azad du NBA Dreamcast Show, évidemment. Azad de l'équipe, Azad de partout, Azad de toujours de tous les bilans. T'en as fait 29 sur 30 à peu près. Bon, à part ça, si ça va. De toute façon, on se parle beaucoup en ce moment, puisqu'on enregistre beaucoup. Je sais que ça va à peu près. On passe le bonjour à tes voisins, c'est ça, pour les travaux potentiellement qui pourraient s'inviter dans le podcast. Donc, exactement. Vous nous excusez. Enfin, sauf si vous êtes les voisins qui écoutez. Nous, on vous présente pas vos excuses. Bref, donc les bilans. Le bilan 2025, j'allais dire 24. 25 du Basket Lab. Tout l'été, 30 podcasts, 1 par équipe, évidemment. Et le bilan, on le fait à travers notre format des 10 stats de la saison. 5 chacun et des stats qui sont soit intéressantes, soit qui servent de prétexte à aborder plein de petits sujets pêle-mêle. Donc un bilan en 10 points clés ou plus, vous allez voir. Le format, tu le connais bien, même très bien. Donc, je peux te lancer sans plus tarder. Je te lance, mon cher faucon. Quelle est la première stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta Hawks 2025? Je vais pas réussir à garder mon sérieux si tu m'appelles faucon tout le long du truc. Mais du coup, 32,2. C'est ma première, 32,2%, c'est ma première stat du jour. Ouais. Et c'est la fréquence au cercle des adversaires des Atlanta Hawks. Ah, est-ce que c'est beaucoup, ça, docteur? Alors, c'est la 20e plus grosse fréquence. Donc, ça reste quand même en dessous de la moyenne en termes de faire réduire la fréquence de cercle des adversaires. Mais on partait de la 29e place l'année dernière. Ouais. Et du coup, c'était un petit peu pour souligner peut-être ce qui avait changé défensivement, entre guillemets. Parce que le problème des Hawks, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment eu de bons protecteurs de cercle. Ni Onyeka Okongwu, ni Clint Capela a été des intérieurs de protection de cercle, disons, qui ont permis d'apporter grand-chose là-dessus. Et donc, ça faisait quand même pas mal d'années qu'ils étaient assez mauvais à, déjà, de faire réduire l'efficacité au cercle et aussi, tout simplement, d'empêcher l'accès au cercle. Empêcher l'accès au cercle, ça venait aussi du fait que ils avaient des problèmes défensifs. Ils avaient Dejounte Murray qui a pas apporté ce qui était attendu. Il y a toujours Trae Young qui est sur le terrain, Jalen Johnson qui était en développement et par exemple Bogdan Bogdanovic qui jouait pas mal aussi. Cette année, on a du coup une équipe qui est plus équilibrée en termes de défense sur les extérieurs avec Dyson Daniels, Zaccharie Zaché, Jalen Johnson. Ils sont allés chercher Terrence Mann aussi
par exemple, et même après ils ont d'autres profils aussi qui ont des problèmes un peu peut-être défensifs, mais c'est un peu pour souligner que ils ont construit une coquille défensive capable de réduire en tout cas mieux qu'avant la pression infligée au cercle, et je pense que c'est entre guillemets la direction du coup qu'ils ont choisi d'aller chercher, d'être une équipe équilibrée attaque-défense, là où je me serais attendu à ce qu'ils délaissent totalement la défense pour être vraiment une équipe totalement offensive, et finalement c'est pas vraiment la direction qu'ils ont prise, ils ont plus cherché à être à l'équilibre dans les deux, ce n'a pas forcément été le cas. Mais du coup, voilà, c'est un peu pour souligner peut-être la direction artistique qui a été prise par Quinn Snyder, qui était peut-être finalement de faire un peu une équipe au moins moyenne défensive, alors qu'avant ils étaient 26e défense, ils sont passés 19e, en créant du coup aussi quelque chose qu'on peut noter dans les statistiques, c'est ils sont passés de la 12e équipe à la création de turnover à la 5e équipe. Ce qui du coup, peut-être qu'on pourra en parler aussi de l'autre côté de l'attaque, parce que les pertes de balles génèrent du coup des transitions. Mais voilà un petit peu. La première stat, c'était pour souligner peut-être le changement défensif qui peut rappeler d'ailleurs peut-être quelquefois la défense qui était celle des Pelicans compétitifs il y a 1 ou 2 ans. Un petit peu dans la structure on n'a pas de protecteur de cercle et du coup on essaye d'avoir une bonne défense extérieure pour limiter l'accès au cercle en créant aussi des pertes de balles. Et voilà un petit peu la première stat du jour et qui est liée quand même au trade de Dyson Daniels. Disons que avant même de parler de la saison en soi, c'est vrai que c'est un peu pour moi le thème principal et général sur cette équipe, et tu parlais un peu de coaching, mais en fait même en termes de construction d'équipe, c'est j'ai l'impression qu'on a un peu l'océan entre deux chaises, quoi. En termes de est-ce qu'on fait une équipe qui... Trae Young est de toute façon un joueur à compromis, s'il en est, c'est-à-dire très fort offensivement, mais défensivement c'est pas top, évidemment, euphémisme de l'année. Mais donc tu sais, il y avait un peu ce truc de dans quelle direction on part. Est-ce qu'on va juste optimiser le plus possible Trae Young en attaque avec des profils shooters et offensifs, et comme ça on aura une mauvaise défense, mais la première attaque de NBA, c'est comme ça qu'on va gagner des matchs. Mais il y a le côté dans la théorie c'est sympa, mais il y a toujours le côté curseur, quoi. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'être la première attaque de NBA et 15e défense, ou alors première attaque de NBA et 29e défense. Tu vois, ça change tout, quoi. Donc, tout est un peu dans la nuance là-dessus. Ou pareil, imaginons que tu fasses ce pari de full, parlons français, d'aller sur l'attaque complètement plutôt que sur la défense, et tu peux aussi te retrouver avec, au final, la défense est nulle, moyenne ou nulle, parce que t'as pas mis les ressources là-dedans, et l'attaque, peut-être qu'elle a un plafond aussi. C'est-à-dire que t'es pas première de NBA, t'es seulement 9e, et là, tu te dis, ah mince, quoi, finalement, c'est pas assez. Un peu, tu sais, le modèle des Suns qui ont voulu un peu faire ça, et on s'est rendu compte que, en fait, non, l'attaque était pas à ce point forte. Un peu le modèle des Kings, qui ont été forts une année, en 2023, mais ensuite, on a vu que, non, en fait, il y a des limites défensives, on le savait, mais l'attaque est peut-être pas assez forte pour compenser. Donc, il y a ce premier modèle, ou alors il y a l'inverse, qui est plutôt la direction qui semble être prise d'abord en 2022, le trade de Dejounte Murray. Ça a été au contraire de remplacer des shooters par un défenseur, en tout cas dans l'esprit. Bon, finalement, on a tourné la page, mais tu vois, j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt dans cette construction d'équipe de titularisons Jalen Johnson, ramenons Dyson Daniels, ramenons des mecs comme ça, et donc plutôt l'aspect de Trae Young va faire l'attaque et nous on fait la défense. Voilà, plutôt que l'inverse de dire Trae Young, donnons-lui toute l'attaque et tant pis pour la défense. Mais au final, on est quand même un peu les fesses entre deux chaises, quoi, pour le coup. C'est parce qu'au final, t'as une équipe qui est moyenne un peu des deux côtés du terrain. Donc tu vois, je parlais de curseur, de la théorie de oui, faisons ça, on aura ces résultats, mais ça dépend à quel point, pour de vrai, t'es bon ou t'es mauvais dans tel ou tel secteur. Et donc en l'occurrence, voilà, quoi, t'es 18e meilleur net rating de NBA, donc t'es vraiment une équipe moyenne en fait. L'attaque est 11e, elle était 11e, pardon, elle est passée 14e parce que rajout défensif. La défense, tu l'as dit, 26e à 19e, mais tu vois, on n'a pas un bon qui est si grand que ça, quoi. Et une de mes stats, c'était aussi ça, c'était le pourcentage au niveau des turnover percentage, pardon, donc à quel point tu crées des pertes de balles. Là-dessus, ils sont élites, 5e de NBA, d'accord, mais ça ne rattrape pas tout. Ça ne rattrape pas tout du tout. Donc, Jalen Johnson, Dyson Daniels, etc. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, t'es cool, t'es très bien au turnover, t'es très bien au niveau du rebond défensif également. Mais t'as quand même pas une défense très bonne. Donc, tu vois, j'ai assez peu parlé de cette saison. Mais globalement, il y a toujours, pour moi, cette interrogation de comment faire, quoi. Est-ce qu'on doit continuer un peu dans cette optique de tout pour la défense et Trae Young fera le minimum en attaque, un peu les modèles la bonne défense de KC et Westbrook apporter
une attaque moyenne et ça faisait une équipe viable, ou repartir vers attaque autour de Trae Young et tant pis pour la défense. J'ai l'impression que pour l'instant les résultats sont pas si bons que ça. On est un peu coincé entre les deux, quoi. Ouais, on est un peu coincé entre les deux. Je pense que c'est aussi lié pas seulement à Trae Young, mais aux joueurs autour de lui qui pourraient permettre d'être une équipe qui soit bonne en attaque et en défense, mais les joueurs ont besoin d'être meilleurs ou d'être disponibles. Ouais. Et ça, on en parlera peut-être dans les autres stats de la saison. Mais ce que je veux dire, c'est que Dyson Daniels a fait monter le plancher défensif, mais aussi pourrait participer à avoir une meilleure attaque si potentiellement il devient un peu plus efficace ou s'il arrive mieux à créer de la synergie avec Trae Young et qu'il y a aussi un meilleur spacing. D'où l'arrivée peut-être aussi de Kristaps Porzingis, le départ de Clint Capela. On a aussi parlé d'Onyeka Okongwu qui a pris de plus en plus de place aussi dans la rotation. C'est lié à un meilleur spacing quand on va parler aussi de le régime de tir qu'il est en train de prendre Onyeka Okongwu. Donc pour moi, c'est aussi lié au développement de Zaccharie Zaché qui peut permettre d'avoir aussi un meilleur plancher défensif tout en ayant une équipe qui est un meilleur spacing, une meilleure activité offensive aussi. Donc, j'ai envie de dire que cette année était décevante parce que du coup, ils ont été moyens dans les deux, mais moyen 20e sur 30 et pas moyen 10e sur 30. Mais je pense qu'il y a, entre guillemets, les outils et le potentiel pour l'être parce qu'on a aussi une saison où il n'y a pas Jalen Johnson qui, pour moi, entre guillemets, c'est le duo Trae Young-Jalen Johnson qui peut permettre aussi à cette équipe d'être très très bonne en attaque tout en gardant en fait cet outil défensif. Et en fait, là, tous les joueurs que je suis en train de citer, Onyeka Okongwu, moindre mesure, mais Jalen Johnson, Zaccharie Zaché, Dyson Daniels, autour de Trae Young, ça fait de très très bons défenseurs. Et c'est pour ça que je pense qu'on va continuer à se retrouver dans ce truc-là un petit peu moyen, mais il y a la possibilité de faire passer ça, entre guillemets, un petit peu au-dessus au fur et à mesure du temps, s'ils y arrivent, parce que Trae Young reste encore une fois un moteur offensif qui est quand même très très intéressant, surtout quand on voit à quel point c'est dépeuplé de création du côté des Hawks. C'est ça, et puis même au niveau défense, t'as parlé de l'attaque pour Jalen Johnson, mais je pense que le fait qu'il fasse 30 matchs, 36 matchs aussi pour la défense, peut-être que une saison complète de Jalen Johnson, on aurait eu des Hawks peut-être un peu au-dessus, mais tu vois, on n'aurait pas eu non plus top 5 défense, quoi. Donc c'est un peu ce truc qui est, à mon avis, le thème général d'Atlanta depuis quasiment le cycle Trae Young. Et fut un temps, ne parlons pas des finales de conf 2021 qui sont un peu une surprise et qui, voilà, en plus, une année où ils ont la Jedi Defense de leur côté, notamment, mais bref, donc 2021. Mais tu vois, 2022, pour moi, c'était la version peut-être collective la plus intéressante au final, hors playoff évidemment, mais on avait une version qui était deuxième attaque de NBA et 26e défense. Donc les forces étaient claires, les faiblesses aussi, parce que tu avais l'effectif, tu sais, c'était Trae Young qui était en plus hyper efficace aussi cette saison-là, mais Trae Young à côté de Kevin Huerter, à côté de Capela qui était meilleur en finition au panier, encore à l'époque, mais surtout John Collins. Enfin, tu avais clairement une équipe qui était orientée, le choix était fait, le choix c'était attaque et tant pis pour la défense, pour caricaturer un peu. Et voilà, on a vu que cette équipe avait un certain plafond. D'ailleurs, en termes de net rating, donc différentiel attaque-défense, on était à plus 1,5. Voilà, c'est moyen. C'était 14e cette saison-là, à peine 14e. Donc l'attaque n'était pas à ce point gigantissime pour porter vers le haut, comme je le disais tout à l'heure. Et ils ont aussi fait un peu péter ce modèle parce que si on regarde un peu les victoires attendues d'après ce fond de jeu à l'époque, c'était 44. Et je peux comprendre l'idée du front office qui à l'époque se disait peut-être que l'attaque elle fonctionne parce qu'on donne de bons outils à Trae Young, mais en même temps on a aussi ce plafond parce qu'on n'est pas juste moyen, on n'est pas viable en défense, donc ce modèle ne peut pas fonctionner. C'est juste que pour l'instant l'exécution du plan faisons une bonne défense et puis Trae Young nous donnera la 15e meilleure attaque de NBA et on aura une top défense. Pour l'instant, l'exécution n'est pas bonne. Il y a eu le premier trade de Dejounte Murray qui a été une déception, mais parce qu'on aurait pu le voir venir. C'était plus le défenseur du début. Et là, on a les blessures. Et là, voilà. Mais donc c'est un peu. D'ailleurs, cette année, j'ai pas dit, pardon. 39 victoires attendues à peu près d'après le fond de jeu proposé, un fond de jeu qui est la valeur neutre au niveau du net rating. Donc voilà. Et l'autre problème, même le problème principal, t'as parlé un peu de finalement de la répartition des tirs selon les zones du terrain. Tu vois, donc 20e au panier,
c'est mieux que 29e, on est d'accord. Est-ce que ça pourrait pas être encore plus Est-ce que ça pourrait pas être encore plus? Et tu vois, je vois notamment que au niveau des 3 points, la fréquence de 3 points autorisés, ils sont pas mal, ils sont autour de la moyenne. Mais est-ce que ça mériterait pas de encore plus délaisser des 3 points? Et tu vois, schématiquement, on le voit que l'escouade de défenseurs off-ball d'Atlanta, c'est pas celle d'OKC, c'est pas celle de Boston. Et même schématiquement, tu vois, tu parlais des Pelicans. Les Pelicans, il y avait ces mecs qui se resserraient autour de la raquette avec un effort collectif. Là, je trouve qu'on n'a pas ça du tout, tactiquement, côté Atlanta. Aussi parce que quand c'est Bogdanovic qui doit faire un stunt ou qui doit te délaisser, il le fait pas forcément très bien, etc. Et depuis que Quinn Snyder est arrivé, grosso modo, c'est une équipe qui est d'élite pour empêcher les tirs à mi-distance. Et j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas la bonne formule, quoi. Et de l'autre côté, ils sont aussi cata pour les corners à 3 points. Ils autorisent beaucoup trop de corners à 3 points. Donc là-dessus, c'est pas que le coaching. Il y a une partie coaching, il y a aussi une partie de personnel où, voilà, il faut que tu aies des joueurs qui exécutent, quoi. Donc, Non, oui, il y a la capacité à le faire, quoi, parce que, puis en plus, il y a aussi, tu vois, ils avaient la Jedi Défense en 2021, l'année dernière, pour le coup, en termes de réussite au tir, les adversaires ont été en réussite à 3 points. Exactement. C'est aussi toujours ce truc-là qui est un peu aléatoire, et je trouve tu vois, on aime, surtout défensivement, prendre des on-off, c'est toujours un peu compliqué, mais la fréquence au cercle, quand il y a Trae Young qui est sur le terrain, elle augmente de 4%. Oui. Et c'est encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut être lié au backup, mais quand tu vois les backups, tu dis, est-ce que c'est vraiment Bogdanovic qui est un super défenseur et qui permet de mieux protéger l'axe au cercle? Je suis pas convaincu. Donc un peu ce truc-là, il y a clairement un problème d'effectif aussi, mais ils sont quand même dans une direction où tu pourrais avoir quelque chose d'intéressant. C'est l'exécution qui est décevante. Mais les idées sont là, entre guillemets, et moi j'ai d'autres points de déception aussi quand on reparlera de Trae Young peut-être en attaque après, et du coaching, mais voilà, pour un petit peu la défense et pour essayer un peu de présenter la peinture que les Hawks ont été collectivement cette saison, entre guillemets. Tu vois, pour l'an prochain, si tu rajoutes dans cette escouade un mec comme Nickel Alexander Walker, c'est très bien. Et pas que pour la défense on-ball, mais pour justement ce côté un peu off-ball, les stunts, les rotations, se resserrer, faire des pré-rotations plus que des rotations. Donc il y a lui, il y a Dyson Daniels, évidemment, qui est génial avec ses longs bras. Il y a Jalen Johnson qui va peut-être faire plus de matchs, etc., etc. Donc tu te dis, bon, peut-être qu'on peut arriver comme ça à resserrer, à protéger la raquette avec ses ailiers et leur positionnement. Donc un peu réduire comme ça. Plus l'avantage de Porzingis, qui, on l'a vu depuis 2 ans, briller en tant que low-man, en tant que safety. Donc dans ce rôle de tu défends pas le pivot, tu défends un non-shooter ou un petit que tu abandonnes pour rôder autour du panier. C'est comme ça qu'il a fait des stats de protection de panier qui sont absolument incroyables. Et ça pourrait être permis aussi parce que Jalen Johnson est extrêmement costaud. Donc tu vois, ça peut permettre ce côté, Johnson défend le pivot et tu perds pas au change. Au final, c'est pas un mismatch. Et ça déploie aussi Porzingis off-ball. Donc là, on fait le bilan de cette année, mais je serais curieux de voir l'an prochain si schématiquement on arrive un peu à déployer ce genre de trucs et astuces pour faire encore plus baisser cette fréquence de tir au panier, parce que il y a l'efficacité au panier qu'on peut en parler, mais le fait même d'autoriser beaucoup de ces tirs-là, plus je rajoute aussi, tu l'as pas dit je crois, mais les lancers francs. Beaucoup de lancers francs autorisés, 23e sur 30. Donc ça fait partie des tirs au panier, grosso modo. Et bon, la mini-nuance, c'est tout de même Jalen Johnson, la blessure, plus comme tu l'as dit, l'anti-Jedi Defense, je sais pas si on peut appeler ça la défense de site, du coup. Mais effectivement, 38% à 3 points, plus de 38% à 3 points, 28e sur 30. Voilà, il y a un côté parfois un peu aléatoire là-dessus, pour le coup. Mais voilà, ça fait une défense qui... Le schéma de construction d'équipe va vers la défense, mais pour l'instant, c'est pas encore parfait. Mais on verra les résultats par ailleurs. À moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis, mais sinon je peux enchaîner avec ma première stat du jour. Moi, c'est 9. C'est la fréquence au panier, mais en attaque, cette fois-ci. La fréquence au panier d'Atlanta en attaque, donc top 10 à Atlanta. Ils allaient plutôt pas mal au panier. Plus de 50 drives par match, c'est 10e en NBA. Et plus de 8 cuts par match également. Beaucoup de cuts dans le côté comment les actions sont considérées, donc des cuts. 4e de NBA. Donc quand on combine les deux, ça fait quand même pas mal de tirs au panier. Mais le problème, ça reste l'efficacité. L'efficacité au panier qui n'est que 21e. Donc on a un peu cet écart malheureusement entre ils vont beaucoup au panier mais ils finissent pas très bien. Heureusement, ils sont aussi top 10 au niveau de lancer franc, donc c'est cool. Mais je pense que c'est aussi pour illustrer, déjà pour qu'on parle un peu de l'attaque. On peut en discuter, à quel point on est déçu ou pas. Sachant qu'il y a des limites de profil plutôt défensif, on l'a déjà dit. Mais à quel point aussi est-ce que le cercle n'est pas aussi en partie desservi
par le 3 points. En fait, tout va toujours un peu ensemble. Et c'est vrai que niveau spacing, ces Hawks, c'est pas génial. Ils sont d'ailleurs moyen mauvais, à la fois en fréquence et aussi en efficacité, si on s'en tient aux chiffres. Et tactiquement, on le voit, il y a des non-shooters. Il y a même plusieurs non-shooters parfois ensemble sur le terrain. Jalen Johnson et un pivot. Par exemple, Capella, ça fait 2 non-shooters, plus éventuellement aussi Dyson Daniels. Enfin bref, le spacing n'est pas top et c'est peut-être ça qui, en un sens, dessert aussi l'efficacité au panier. Ouais, je pense qu'il y a clairement de ça. Et je pense que ce qui est assez difficile en plus, c'est l'efficacité au panier. Elle est censée être tirée un petit peu par le haut du fait que ce soit une équipe de transition. C'est l'équipe avec du coup la plus grosse fréquence de transition d'après cleaning de glace. Donc ils sont passés de 9e fréquence de transition à première fréquence de transition, ce qui est un pas en avant entre guillemets dans l'attaque. Ce qui explique aussi peut-être la fréquence au cercle qui a augmenté. Mais du coup, ce qui justifie pas que la fréquence de cercle elle soit entre guillemets aussi mauvaise si tu es censé avoir autant de paniers au cercle finalement avec une défense qui est pas mise en place. Donc on est sur une équipe qui joue très vite, hein, même après un panier encaissé. Et je pense que t'as le défaut du spacing et t'as aussi le défaut de tes finisseurs. Et peut-être qu'un des meilleurs finisseurs au cercle de leur équipe, c'est peut-être Zacharias Zaché, qui a entre guillemets le toucher, mais du coup qui manque entre guillemets encore de maturité dans le placement et qui va manquer de spacing. On a Dyson Daniels qui a un peu du mal justement à aller jusqu'au cercle totalement. Les rim runners sont un peu vieillissants et un des deux. Surtout Clint Capella, et je pense que ça a pas aidé. Je pense que Trae Young peut pas profiter du spacing non plus. Donc ouais, difficilement faisable d'être meilleur au cercle à l'heure actuelle, en tout cas sur la saison dernière. Mais il y a encore une fois de l'espoir, je pense, pour l'être la saison prochaine, avec plus de spacing et justement avec des profils aussi qui peuvent revenir. Je pense que Jalen Johnson va faire beaucoup de bien à la réussite au cercle, vu qu'il est à 75%, je crois, cette saison au cercle en finition. Donc voilà, il y a des... c'est bien parce qu'on est négatif sur ce qui s'est passé et on essaye d'apporter aussi un peu la nuance de la saison prochaine pourrait être dans la même veine, mais il y a des indicateurs qui laissent à penser que l'exécution pourrait être meilleure. C'est bien qu'on parle un peu des deux à la fois parce qu'on voit à quel point ça illustre le propos principal qui est de dire l'équipe est finalement moyenne et dans la moyenne de NBA en faisant ni de différence en attaque ni en défense finalement. Alors qu'on semblait prendre une direction en termes de construction d'équipe, mais voilà, en effet, il y a ce côté où le 3 points dessert aussi le panier. C'est pas le panier pour le panier, parce que tu vois, en soi, Jalen Johnson ou Clint Capella ou Kongu, ils peuvent scorer au panier, mais tu peux pas scorer s'il y a pas d'espace et s'il y a 3 défenseurs en plus dans la raquette, quoi. Donc tout est lié évidemment au basket et cet équilibre 3 points et panier est aussi un peu à la base de tout. Donc là aussi, tu vois, on parlait de la version 2022 des Hawks. Là, on prend une direction plutôt défensive, mais il manque le 3 points, il manque le spacing pour que finalement l'attaque puisse s'exprimer. D'ailleurs, j'avais aussi noté, tant qu'on est un peu sur l'attaque collective, quasiment 9 possessions par match terminées sur pick and roll par le porteur de balle. Ils sont premiers de NBA. Mais le problème, c'est qu'en termes d'efficacité, c'est pas génial, quoi. Donc, c'est là encore, on est un peu entre deux. Malheureusement, c'est un peu cette ambiguïté et de dire que tu as aussi, c'est tout le problème Trae Young, en fait. On l'a dit. C'est pas un bon défenseur, donc tu as besoin d'avoir une top défense autour. Donc c'est le premier critère. Mais de l'autre côté, tu te dis aussi, mais c'est quand même le meilleur joueur de pick and roll de NBA, ou un des meilleurs joueurs de pick and roll de NBA qu'on ait. Et donc, pour avoir de la valeur, il faut optimiser ça. Et pour optimiser ça, il faut des atouts offensifs que pour l'instant, on n'a pas trop, ni en termes de finition au panier, ni en termes de spacing. Donc quand on parle de joueurs à compromis, c'est vrai que là, on a un assez beau exemple, assez belle illustration avec le cas Trae Young, où en fait, on aimerait avoir des joueurs qui sont payés très cher, qui puissent à la fois faire les deux, en fait, défendre et être très bon en attaque. Mais comme dit, ça coûte très cher et tu peux pas avoir un 5 majeur avec tous payés à plus de 40 millions l'année, quoi. Et je pense que tu as des moyens d'équilibrer ça, entre guillemets, aussi. Est-ce que ça nous permet un peu d'enlever une partie du blâme de Quinn Snyder ou est-ce que tout de même lui est pas parfait? Comment est-ce que tu vois un peu par rapport à l'attaque qui depuis 3 ans est poussive? Est-ce qu'on retient un peu l'argument de la défense, enfin de la défense des gens qui défendent bref, t'as compris. Est-ce que on peut expliquer l'attaque moyenne par juste entre guillemets l'effectif, quoi? Je pense qu'on peut l'exprimer par l'effectif. Je pense aussi qu'il y a un peu parfois de la facilité
sur comment utiliser Trae Young. Et d'autant plus depuis qu'il n'y a plus Dejounte Murray. Ouais. Donc tu veux parler un peu de diversité au scoring, quoi, notamment. Ouais, bah tu vois, le fait qu'il y ait encore 12 finitions sur pick and roll par match, malgré le fait que ce soit quand même pas très efficace, tu te dis, bah peut-être qu'il y aurait des choses à aller chercher. Il y avait une stat que j'avais en tête pour Trae Young, c'était 7, qui est le nombre de pull-up à 3 points par match. Oui, je l'avais aussi. On était passé à 6, entre guillemets, avec 2 catch and shoot à 3 points par match. Le volume de catch and shoot a de nouveau descendu. Et parce que du coup, il n'y a pas cette recherche de Trae Young sans ballon. Et pourtant, j'ai des images en tête, surtout au début de saison où j'avais encore un peu l'espoir qu'il soit compétitif quand il y avait encore Jalen Johnson en tout cas dans l'effectif avant qu'il soit blessé. Quand il reçoit le ballon en mouvement, que ce soit pour ensuite passer la balle ou que ce soit pour tirer ou pour faire un flotteur, il y a un aspect de chaos que je trouve vraiment très important et très difficile à, entre guillemets, gérer pour les équipes adverses. Et il y a un truc que Quinn Snyder disait, c'était oui, c'est important d'avoir un bon équilibre avec et sans ballon parce que, ok, sans ballon, il peut être menaçant Trae Young, mais avec ballon, il l'est tout autant, voire plus. Et je suis à moitié d'accord parce que je me dis, il y a de plus en plus de porteurs de balles avec du potentiel sans être des porteurs de balles aussi bons que Trae Young, mais des gens qui peuvent porter le ballon et faire profiter justement à Trae Young de pouvoir évoluer sans ballon. Et je trouve que le jeu sans ballon de Trae Young est quand même assez pauvre, entre guillemets. Et je trouve que c'est dommage vu le potentiel que ça peut apporter en attaque. Bah, sur Snyder, c'est vrai que moi je m'accroche un peu à l'idée parce que quand je regarde l'équipe, je me dis pas ah tiens, l'attaque elle est pas bien, ou tactiquement c'est simpliste, ou c'est pas assez bien, ou je me dis surtout principalement ah mince, il y a pas assez d'espace, quoi, tu vois, où il y a des limites de, je me dis plus ça si on doit faire le compte que ah mince, le système est pas bien, là ça cible pas le bon joueur, etc., quoi. Donc j'avoue que je donne encore pas mal de crédit à ce coach qui en plus a fait des équipes du Jazz à l'époque qui avaient du matos offensif, mais c'était pas non plus la folie, quoi. Pourtant il en a fait des équipes qui étaient les meilleures de NBA à l'offensive rating, quoi. C'est-à-dire que ok, il y avait Mitchell, mais qui est pas non plus, voilà, c'est pas Luka Doncic, hein, Mitchell, c'est pas un moteur d'élite, etc. Et pourtant l'équipe fait quoi? Elle fait fait top 3 pendant 1, 2, 3. Ah non, pas top 3, pardon, je suis à West Cologne. Mais ils ont fait 2021, ils sont 3e attaque de NBA. 2022, ils sont encore premiers. Juste avant, ils sont top 10. Ok, il y avait des shooters. Voilà, c'était Bogdanovic. Il y avait un peu de Joe Ingles quand il était encore pas mal. Mais c'était pas la folie non plus. Et puis, t'avais Gobert. Donc, j'ai quand même plutôt tendance à garder un peu de confiance en ce coach offensivement, même si je comprends que les fans d'Atlanta commencent à se dire bon, ça fait. Il faudrait que ça vienne, quoi. Mais bon, bref. Donc je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta Hawks 2025? C'est 110, qui est l'offensive rating sans Trae Young. Ouais. Et du coup, je trouve que ça illustre bien le manque d'entre guillemets de talent, tout simplement qui manque quand il n'y a pas Trae Young sur le terrain. Parce que du coup, les meneurs de jeu quand il n'y a pas Trae Young sur le terrain, ça a été Kobe Birkin, Dyson Daniels, Bogdan Bogdanovic et Keaton Wallace. Voilà, en gros, c'est un peu peut-être une aussi des limites du jeu des Hawks. C'est au-delà du fait de l'utilisation de Trae Young qui parfois peut être aussi un peu limitée et on lui donne énormément de ballons et on le responsabilise énormément. C'est peut-être parce que il n'y a pas grand monde à qui passer la balle quand il est pas là et même quand il est là. Donc il y a un peu ce truc-là de oui les limites de l'effectif. Et depuis qu'il est arrivé aux Hawks, la différence d'offensive rating avec et sans Trae Young a toujours été très haute. Mais l'année dernière, par exemple, avec Dejounte Murray, ils avaient trouvé une sorte de moyen d'avoir un équilibre où l'attaque se cassait un peu moins la gueule. En gros, elle restait moyenne quand il était sur le terrain. Alors que là, quand il est sur le terrain, l'attaque est au-dessus de la moyenne, entre guillemets, dans le 75e centile. Et quand il n'est pas sur le terrain, ça s'effondre dans les 20e, 30e centiles par rapport à la ligue. Et c'est là aussi où, du coup, tu as un problème d'effectif. Et
c'est pas un problème d'effectif que tu as adressé, c'est sur cette intersaison. Donc, il y a un truc de quelle va être l'attaque des Hawks sur les minutes où il n'y a pas Trae Young. Et ça va être quand même intéressant parce que tu as des joueurs qui se sont développés. Est-ce que Dyson Daniels va du coup prendre le rôle un petit peu du porteur de balle sur ces séquences-là? Est-ce que ça va être plutôt du coup que des grands porteurs de balle avec Nickel Alexander-Walker, Jalen Johnson, même Zachary Zaché? Et c'est un peu une porte ouverte plus qu'une vraiment une conclusion et plus une problématique que je en parlant de cette statistique, c'est que faire des Hawks sans Trae Young, parce que ils sont quasiment tout le temps moins compétitifs avec quand il est sur le bord du terrain, quoi. Alors souvent, on dit ajuster pour inflation. Moi, je vais ajuster pour prononciation de Azad. Donc, chers auditeurs, il a parlé de Kobe Buffkin et de Keaton Wallace. Ça se dit comme ça, apparemment. Ok. J'en suis navré. Non, mais je te rejoins là-dessus. Après, je pense que l'idée du trade de Dejounte Murray, c'était un peu de se dire que on prend un défenseur, on prend un talent que les Pelicans lâchent. Et certes, Dejounte Murray, pour tous les défauts qu'on pouvait lui trouver, était un meneur NBA et un joueur NBA, d'accord. Mais on perd sa création. Mais je pense que l'idée, c'était plutôt de la reprendre par Jalen Johnson. Et que lui pourrait être un peu l'option numéro 2, on va dire, et assurer pas mal de minutes sans lui. On l'a dit, finalement, il s'est blessé. Donc on n'a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. Et peut-être que la moyenne globale de la saison, c'est aussi le fait que voilà, on a 50 matchs sans le mec qui était censé prendre les minutes sans Trae Young. Après, c'est le cas de toutes les stars, j'ai l'impression, et c'est surtout le cas de toutes les stars dans des systèmes un peu héliocentriques où tout tourne autour de un joueur, c'est qu'on a quand même du mal à trouver un backup. Mais tu vois, même à Denver, on n'a jamais trouvé la création quand il n'y a pas Jokic ou ce genre de truc. Mais en effet, je pense que le plan de base, c'était d'avoir Jalen Johnson sur une majorité de ses minutes. Or, on ne l'a pas eu. Et donc, dans les faits, c'est vrai que quand tu as Bogdanovic, qui était là en début de saison, qui a été remplacé ensuite par Caris LeVert, deuxième partie de saison, Terrence Mann, qui était plutôt un meneur défensif, donc pas du tout là-dedans. Mais la création, on pouvait se demander d'où elle allait sortir. Et d'ailleurs, elle n'est pas sortie, quoi. Donc en effet, c'est aussi un des enjeux, même si tu vois, en termes de liste de priorités, je pense que pour moi, c'est quand même moins important. Je préférais en tout cas allouer beaucoup d'assets et de ressources à optimiser Trae Young plutôt qu'à chercher un backup. Mais un peu comme avec Jokic à Denver. Parce que de toute façon, tu vas pas mettre 20 millions sur un backup ou sur un mec qui va reprendre les minutes, parce que les minutes, concrètement, ça va être quoi, 10-15 minutes en régulière, et on l'espère même pas moins de 10 en playoff, quoi, les minutes sans Trae Young. Donc tant qu'à faire, ok, c'est un peu comme tous les systèmes, on va dire, notamment héliocentriques, t'encaisses un peu les minutes sans, mais il vaudrait mieux aussi optimiser l'attaque quand lui est sur le terrain. Ce serait aussi un peu mon choix, quoi. Ouais, je te rejoins, c'était plus pour montrer un petit peu qu'il manque vraiment des outils à la création à côté de lui, quoi. Et surtout sans Jalen Johnson qui était pas là cette saison. Alors attends, si tu me permets, je peux continuer un peu le sujet. Je vais placer la mienne, le deuxième stat du jour. Je vais prendre celle-ci du coup, que tu as déjà évoqué dans un podcast que nous avons enregistré quelques heures avant celui-ci. Donc je sais que tu le sais, mais je vais quand même le dire. Mon chiffre, c'est 6. C'est 6 puisque Jalen Johnson, justement, parlons de lui dans la continuité. Jalen Johnson, 6e joueur qui touche le plus de ballons par match. 6e joueur. C'est assez énorme. Et donc 88 par match, quasiment 88 touches par match. On appelle ça une touche, pas une touche physique, hein, mais le nombre de fois où il a le ballon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'an passé, c'était 70, donc c'était 36e de NBA, c'était déjà beaucoup. Hein. C'était déjà beaucoup, mais ça a bien augmenté. Et donc 6e derrière à peine Jokic, bien sûr, Haliburton, Trae Young, tiens, Cade Cunningham et Tyrese Maxey. Maxey étant un peu erreur de casting parce que blessure de Joel Embiid, etc. Donc lui a été un peu surchargé. Mais ce qui est intéressant, même encore plus, c'est qu'il est 6e en touche totale par match. Mais en revanche, quand tu prends les secondes passées par fois où il a le ballon entre les mains, donc à quel point est-ce qu'il vampirise le jeu, il tombe à 186e. 6e en touche totale par match, 186e en termes de temps passé avec la balle entre les mains par fois où il l'a. Et c'est vraiment un profil à la Jokic en fait. Nikola Jokic est un peu le roi de cette catégorie, c'est-à-dire que c'est lui qui a toujours été premier de NBA en touche par match, mais pareil. Hein. Alors le chiffre brut, je ne l'ai pas dit, mais Jalen Johnson est autour de 2,5 secondes par temps passé avec la balle quand il l'a.
comme Jokic. Voilà, donc il y a cet écart qui est énorme et qui est très différent de Trae Young. Trae Young qui touche beaucoup de ballons, mais qui la garde beaucoup aussi. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'on a aussi à faire un passing hub, un peu cette idée du grand qui peut passer depuis le poste haut, depuis le périmètre, même depuis le 3 points avec des systèmes en 5 out, qui peut faire des pick and roll inversés, qui peut faire des jeux de main à main et qui voilà, en fait est un peu la plaque tournante. C'est un peu ce qu'on dit avec Jokic. Jokic est littéralement la plaque tournante et je pense que Johnson, sans aller jusqu'à Jokic évidemment, mais un peu cet aspect de plaque tournante et de jeu de dribble and off. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que je pense que c'est fascinant de voir à quel point ce joueur-là pourrait réussir à gros volume dans ce rôle-là, mais avec la défense. Parce que, bon, Jokic, c'est Jokic, mettons-le hors catégorie, et c'est pas grave s'il est pas bon défenseur ou moyen, mais tu vois, un mec comme Sabonis, ça a toujours été un peu notre limite, de dire, ok, il te crée de l'attaque plutôt bien, voire même très bien, mais il y a le compromis défensif. Jalen Johnson, je suis en train de me dire, finalement, t'as pas du tout ce compromis défensif, c'est même le contraire, il t'aide beaucoup en défense. D'ailleurs, j'ai les stats sur lui, je pourrais les citer. Mais il y a un peu ce truc je serais presque intrigué de le voir ailleurs, dans son équipe, et c'est peut-être le moyen d'avoir enfin un joueur de dribble and off, un bon passing hub hors l'anomalie Jokic. C'est parce que tu aurais un mec qui peut faire ça, mais en plus qui peut défendre, donc c'est quand même assez cool comme profil. Ouais, en réalité, ce qui peut être intéressant avant qu'il ait son équipe, c'est qu'il ait ses minutes centrées, du coup. Et ça rejoint un peu le truc d'avant, et c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est que tu as souligné qu'il y a cet aspect, il a beaucoup de ballons, mais il le garde pas forcément énormément. Et du coup, tu as un peu ce truc-là de le connecteur parfait, quoi. Parce que du coup, tu peux lui filer autant de ballons que tu veux et il va en faire quelque chose sans que ça coûte trop au rythme de ton attaque. Et défensivement, moins de compromis, voire pas du tout de compromis. Même peut-être un des meilleurs, entre guillemets, dans ce rôle-là, peut-être sans être un pivot qui est capable de faire de la protection de cercle, de tenir aussi des gars sur du post-up et d'être et sur le ballon et sans ballon, voire même depuis le côté faible. Dans tous les cas, il est assez multidimensionnel pour le coup défensivement. La seule, entre guillemets, pour l'instant, limite à son profil viendrait peut-être du fait que ses tirs ne rentrent pas totalement et du coup qu'il est considéré sûrement comme un non-shooter, et aussi le fait que il a pour l'instant toujours pas de minutes, toujours pas de saison à 2000 minutes, donc il y a de quoi s'inquiéter peut-être là-dessus. Voilà, stat que j'avais sur à côté de celle des touches, parce que je me suis dit qu'on allait forcément tomber dessus, soit toi, soit moi, c'était aussi, il est passé de 76% de paniers assistés à 68, ce qui montre aussi que voilà, il y a un petit jump à la création, et la création pour lui et aussi pour les autres, parce que du coup, son ratio de playmaking est passé de 0,84, qui est déjà assez haut pour un intérieur, à 0,93, donc il s'approche un petit peu de l'équilibre, entre guillemets. Il s'approche du ratio de passing en gros, d'arrière presque. Et voilà, l'efficacité a un peu baissé, elle est en dessous de la moyenne. Je pense que il y a la partie passage au révélateur aussi en termes de ballon, tout simplement quel type de ballon il a, du nombre de ballons qu'il a. Mais il y a des choses très intéressantes. Mais l'attaque a presque été parfois, pas une déception, mais entre guillemets, il y a eu du bon et du moins bon dans ce qu'il a pu faire. Et la défense, par contre, elle a été vraiment assez fantastique, quoi. Et pourtant, il joue déjà à côté de très bons défenseurs, et il y a des fois, il a pourtant l'air d'être le meilleur défenseur sur le terrain dans son équipe. Il a que 23 ans et demi. Quand on est à et demi, tu sais, c'est que t'es encore petit. Quand tu dis 8 ans et demi, c'est que t'es très jeune. Mais non, mais il a 23 ans. Je dois dire que moi, je reste un peu sur ma faim au niveau du scoring et de la création un peu pour lui-même, et c'est primordial parce que pour compléter le passing hub, et c'est d'ailleurs toujours la grande faiblesse à mon avis de Sabonis, c'est pas que la défense, c'est aussi le fait que ce qui l'empêche d'être un peu Jokic ou une sorte de Jokic light, c'est le scoring, quoi. Jokic, il peut scorer ou passer un peu à volonté les deux, et Sabonis a toujours eu un peu ses limites de création pour lui, quoi, en termes de post-up, en termes de scoring, et pas que le shoot. Et je trouve que c'est un peu pareil avec Jalen Johnson, pour le coup. C'est-à-dire que, ok, il a pas de shoot, mais à la limite, bon, c'est un peu embêtant avec Trae Young, on en parlera, mais je trouve que c'est pas grave. Dans ce rôle de passing up, s'il a la balle entre les mains, bon, que t'aies pas de jump shot, c'est pas grave. Si t'as la balle, tu ne fais pas partie du spacing. Donc, à la limite, c'est pas grave. Par contre, là où je suis déçu, c'est son rendement au panier en termes de drive,
où tu vois, je reste un peu sur ma faim, vu ses qualités un peu de physico-athlétique, où il est très costaud, c'est un mec qui peut dribbler depuis le périmètre, face au jeu, évidemment, très puissant, il est assez explosif avec un peu de vitesse, on va dire, c'est pas un mec qui a non plus des appuis extrêmement élites, mais quand même pas mal, quoi, pas mal du tout, plus une bonne envergure. Et pourtant, je crois qu'il est en dessous de la moyenne en termes de drive. Par match, Assez largement, ouais. Il a combien? 1,09, 1,08, je crois, un truc comme ça. Ouais, il est à 1,08 sur drive, si je dis pas de bêtises. Il est autour des autres Jalen il est en dessous des Jalen Suggs et des Jalen Green en termes d'efficacité. Il est devant Jaden Hardy. il est avec Jalen Williams qui a 1,07, Jalen Suggs qui a 1,09 et Jalen Green qui a 1,08. Donc voilà, ça l'année pour être un Jalen sur drive finalement. mais oui, il y a un peu de volume parce que du coup, s'il passe le cut, c'est qu'il y en a plus de 8 par match. Mais il y en a 8,7. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Ça doit être un des plus grands drivers. Mais pour l'instant, si tu es un des plus grands drivers et que tu n'arrives pas à en profiter pour être efficace, au-delà de la réussite, même sur tir qui est pas très bonne, il y a que 1,3 lancers francs provoqués pour 4 tentatives au tir. Voilà, un peu un ordre d'idée. Par exemple, c'est plutôt intéressant. Enfin, ceux qui sont vraiment intéressants en termes de provocation de faute sur drive, c'est quand tu t'approches plus des 50%, enfin d'un ratio 2 tirs pour un lancer franc que l'inverse, quoi. Et donc là, pour l'instant, c'est pas encore trop ça en termes d'efficacité ou de provocation de faute. Et c'est aussi peut-être dû à sa manière d'être défendu parce que du coup, il n'y a pas forcément le tir qui va avec, quoi. Bah, disons que pour être un peu, même pas élite, mais pour être très bon, à mon avis, il faut quand même qu'il gagne sur un des deux domaines. Or, en l'occurrence, il peut pas gagner sur le toucher parce qu'il a un toucher qui est quand même, je dirais pas inquiétant, mais qui est pas très bon en fait. Rustre. Ouais. Vraiment pas bon ce toucher en fin de drive. Pour le coup, sur des flotteurs et tout. D'ailleurs, je suis même pas allé le voir, mais je crois que dans la zone des flotteurs, il doit pas être si bon que ça. Ouais, tu vois, 37% sur les flotteurs cette année. Alors tu me diras, c'est pas beaucoup de tirs, mais en tout cas, le toucher en fin de drive est pas top. Mais vu qu'il peut pas gagner. Tu vois, je trouve qu'il y a le toucher et il y a aussi même la manière d'orienter son corps et de choisir à quel moment il pose le dernier pas. Je trouve que c'est pas un très bon decision maker parfois avec le ballon, entre guillemets. Oui, et je trouve qu'au-delà du toucher, ça se ressent aussi dans son efficacité au drive et dans son volume de perte de balle. Qu'il y a un peu ça se voit qu'il a 23 ans, quoi, entre guillemets. Et il y a encore des choses à développer là-dessus. Disons que pour moi, le toucher de balle, il y aura un peu un plafond en fait. Et donc, vu que tu ne pourras pas gagner sur tes drives de cette manière à un taux d'élite, je pense que le truc beaucoup plus comment dire, tangible, c'est peut-être de gagner par les lancers francs en fait. De par ce côté, bah ok, t'as pas le toucher, mais je suis grand, je suis gros, puissant, donc autant aller chercher ce genre de points comme ça, quoi. Et pour l'instant, il le fait juste à un taux moyen, donc ce qui fait qu'on a un rendement de scoring qui est assez moyen. Mais alors attends, je vais poser une question. Je sais pas si je suis hot take ou pas, mais est-ce que vraiment il faudrait qu'il soit dans une équipe avec Trae Young en fait? Tu vois, je me pose la question parce que je pense que ce serait intéressant de le voir avec son équipe, avec son style de jeu, passing hub, etc. Mais surtout, est-ce que vraiment le fit est cool ou pas? Et moi, je trouve finalement pas tant que ça, alors que je l'adore. J'aime beaucoup Trae Young et j'aime beaucoup la défense de Jalen Johnson, etc., etc. Mais je trouve que le fit est pas top parce que Trae Young a besoin de 3 points autour de lui ou de finition un peu verticale pour le pick and roll. En l'occurrence, il apporte quasiment aucun des deux. Alors, il peut rouler au panier, hein, d'accord. Mais c'est pas Anthony Davis, c'est pas ce genre d'optimisation incroyable que tu pourrais faire autour de Trae Young. Et au contraire, c'est quelqu'un qui, pour gommer un peu, cacher un peu sa faiblesse de spacing, a besoin d'avoir la balle entre les mains. Surtout que c'est quand même un mec qui a du passing, donc t'as envie qu'il ait la balle entre les mains pour optimiser aussi ses forces. Donc au final, j'en viens à me dire... est-ce que vraiment le duo est parfait? Et est-ce que vraiment, quand tu t'engages sur la route de Trae Young, il ne faudrait pas tout mettre en place pour l'optimiser? Et est-ce que ça pourrait pas passer par autre chose que Jalen Johnson? Je parle pas de l'échanger maintenant, mais tu vois, je parle vraiment de profil théorique. C'est vrai que j'adore les deux, mais dans la théorie, je trouve pas que le fit soit si bon que ça, au final. Moi, je suis peut-être un peu plus haut que toi sur sa capacité à être un rollman ou d'être un joueur de short roll aussi. Et je pense que le pick and roll, si en plus ils arrivent à du coup avoir ce 5 en tout cas, d'avoir un 5e joueur, d'avoir 3 joueurs qui tirent autour de leur pick and roll, voilà, pour faire plus simple, je pense que là, ça peut être vraiment dévastateur. Pour le coup, là, dans la disposition dont
comment ils peuvent être l'année prochaine, du coup, avec Onyeka Okongwu ou Porzingis qui va jouer à côté du pick and roll Jalen Johnson Trae Young. Là, pour moi, il y a la possibilité d'être dévastateur parce que ça va être beaucoup plus difficile de laisser un joueur libre et ça va forcer à prendre des décisions. Et je pense que et Trae Young et Jalen Johnson vont pouvoir prendre de très bonnes décisions et sont assez bons là-dessus. Je pense que la capacité de finisseur de Jalen Johnson est pas si mal que ça en termes d'efficacité sur pick and roll. Les chiffres sont pas très bons sur le play type, mais d'un autre côté, je me dis si sur drive, il est aussi bas en efficacité et qu'il est à 75% de réussite au cercle, à quel point la réussite est vraiment bien calculée sur le play type ou quoi, à quel point c'est pas aussi lié au pick and pop qui rentre pas, mais du coup à la finition au cercle, il est très bon. Pour moi, c'est pas si problématique que ça pour l'instant en tout cas. Mais je comprends dans l'idée de si tu prends la route Trae Young, c'est peut-être pas le partenaire de pick and roll idéal. Bon, après, je pinaille un peu, hein. Mais il y a un peu ce truc de... tu vois, pour le truc qu'il a sur pick and roll, c'est comme tu dis, le short roll. C'est-à-dire que si en effet il y a une prise de sur Trae Young libère à Jalen Johnson, c'est un excellent preneur de décision en mouvement, excellent passeur, extra passe de pick and roll, etc. pour gérer un surnombre. Ok, mais il y aura peut-être des équipes qui vont juste très simplement en fait ne pas faire de prise à deux sur Trae Young. Vu les limites peut-être aussi de drive de Trae Young, tu peux aussi te dire je vais rester en drop. Alors je parle peut-être des toutes dernières marches en playoff, peut-être, effectivement. Mais je me pose la question, et puis là où c'est peut-être un peu dommage, c'est qu'il y aurait aussi une manière d'optimiser ce duo en inversant un peu les trucs, c'est-à-dire en donnant la balle à Jalen Johnson et en faisant tourner Trae Young un peu autour, et ça c'est un truc qu'on regrette un peu, qu'on attend un peu, mais qui vient pas. Et après, est-ce qu'il faut être déçu ou pas? En tout cas, est-ce qu'il faut être surpris? Je ne sais pas. Déçu on peut l'être, mais surpris un peu moins. C'est un peu la caractéristique malheureusement de ces joueurs un peu héliocentriques qui ont du mal à avoir plus de ballons. Dans ce sens, c'est facile. Recommencer à en avoir moins, à commencer à bouger off-ball, je veux dire, Trae Young n'est pas le premier à ne pas apprendre à ne pas jouer off-ball, hein, pour le coup. Mais tu vois, ce serait aussi une manière de un peu plus optimiser ce duo. Vu que Jalen Johnson n'a pas cette verticalité élite 10 sur 10 pour plonger dans le dos du drop et aller au panier et finir de manière aérienne, tu pourrais donner le ballon à Jalen Johnson et Trae Young jouer en dribble and off ou des sorties d'écran ou de jeux de main à main. Et ça, on l'a pas trop. Ou voire même, d'ailleurs, piquer dans l'inversé, hein, où juste Trae Young pourrait poser un écran. Alors, soit poser l'écran, soit sinon feindre de poser l'écran et sortir au pick and pop, ce genre de choses. Ça, pour l'instant, on l'a pas trop. Trae Young, d'ailleurs, au niveau des dribble and off, est à moins de 2 par match et pas top en efficacité. Pour le coup, 0,85 points par possession, 36e centile. Voilà. Tout de même, je me dis, malgré cette question un peu provoque de ma part, mais pour l'exercice mental, vu que maintenant on a Porzingis, est-ce que c'est pas lui qui va rester un peu off-ball dans le spacing et que peut-être qu'on va pouvoir recentrer le jeu à dos autour de ces deux-là? Alors qu'avant, tu avais Okongwu ou alors tu avais Capella et que Jalen Johnson faisait un peu plus partie du spacing et du off-ball et pas tout le temps en poseur d'écran. Peut-être que ce nouveau spacing et cette nouvelle raquette avec Porzingis dans le corner ou sur l'aile peut permettre de recentrer là-dessus et donc de réoptimiser peut-être un Johnson et un Trae Young ensemble. Je ne sais pas, mais c'est un peu ça fait un peu partie de mes réflexions. Et tu vois d'ailleurs, les deux ensemble 118 d'offensive rating au niveau des WoWi, quand il n'y a que Trae Young with or without you WoWi, quand il n'y a que Trae Young 117, alors que 118 quand il y a les deux, 117, et quand il n'y a pas Trae Young 111. Voilà, on ne voit pas une optimisation énorme de Johnson pour Trae Young, parce que même quand il n'y a pas de Johnson, il n'y a que Trae Young, on est encore à 117 plutôt que 118. T'as fait sur les 2 ans ou juste l'année dernière là? 24 et 25, ouais. Ok. Ouais, donc c'est assez stable là-dessus. Assez stable, et c'est pas ce qu'on veut. On aimerait quelqu'un où, quand on enlève à Trae Young son option préférée, on se dise, ah tiens, l'offensive rating descend, et c'est pas trop le cas en fait. Ouais, après je pense que le contexte n'a pas aidé parce que du coup sur l'année 2024 il y a des moments avec Dejounte Murray, et sur cette année il y a les blessures de Jalen Johnson. Donc c'est vrai. Non mais vraiment c'est juste pour mettre un grain de sable, mais sinon je suis totalement d'accord. Juste pour dire, j'avais aussi un autre chiffre sur lui, c'est 18. 18, il fait partie des 18 joueurs NBA avec plus de 1500 minutes ou 1000, je sais plus, enfin un certain temps de jeu, et plus de 1,4% de block percentage et
plus de 1,8% de steal percentage, donc beaucoup de playmaking défensif. Il fait partie de ces joueurs d'Atlanta qui créent beaucoup de turnover. Donc voilà, il fait partie seulement des 18 joueurs NBA qui font partie de ce playmaking défensif d'élite, on peut dire. Jalen Johnson est là-dedans, et même plus que ça, même plus impressionnant. Il est pas mal du tout au panier en fait. En protection de panier, je sais pas si tu as regardé les chiffres, il a moins 7% de perte d'efficacité infligée au panier, alors que il y a peut-être beaucoup de monde qui a un peu cette image de c'est surtout un défenseur de switch, mais pas tant que ça au panier. Et en fait, il est quand même pas mal, en tout cas cette saison. Donc ça j'aime bien aussi, un moins 7 pour dire on est à peu près, on n'est pas si loin que ça de Jarrett Allen doit être à moins 8, un truc comme ça. Les mecs d'élite sont à moins 12, moins 13, ok. Mais moins 7, c'est sympathique. Donc ouais, j'aime bien finalement aussi. On n'en fait pas des tonnes sur la défense parce qu'on la connaît et que c'est peut-être un peu plus trivial, mais la défense de très bon niveau fait aussi partie du package très intéressant chez lui, quoi. Oui, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est aussi chaud sur le reste, alors que pour l'instant, les chiffres confirment pas forcément l'attaque et l'impression visuelle qu'on a. Et donc je peux te lancer, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta Hawks 2025? Eh bien, j'ai pris un split et j'ai pris 41%. Ouais. Qui est la réussite à 3 points de Zaccharie Risacher après le All-Star Game. Ah. Un peu pour mettre en avant aussi que c'est sa réussite à 3 points et à prendre peut-être avec des pincettes, notamment celle du début de saison qui était vraiment catastrophique, mais qui est revenue au fur et à mesure, petit à petit, et surtout pour souligner l'excellent shooter que ça pourrait devenir, et déjà l'excellent joueur off-ball que c'est. C'est un plaisir déjà à regarder, et puis même c'est hyper fonctionnel et hyper intéressant dans le sens où c'est un joueur qui est constamment en recherche d'être dans l'espace. L'espace, c'est-à-dire que dans un espace où il va y avoir soit pas de défenseur, soit pour attirer le défenseur le plus loin possible. Et je le trouve aussi très bon pour être dans la possibilité de passe et d'être prêt à accueillir le ballon. Donc, prêt à accueillir le ballon, c'est assez facile à voir, c'est ses yeux et ses mains, la position de ses yeux et de ses mains. Et dans le placement aussi, c'est peut-être très très con ce que je veux dire, mais le ballon, il peut se déplacer il peut pas traverser les joueurs et tu peux pas mettre d'effet sur une passe d'un ballon de basket entre guillemets. Donc il faut que tu peux pas être atteignable de partout, surtout quand ton meneur de jeu fait 1m85. Donc, tu as un peu ce truc-là d'être placé au bon endroit, c'est très important pour pouvoir justement générer un petit peu de l'attaque sans avoir le ballon. Et lui, il le fait très bien. Donc voilà, je pense qu'on a déjà parlé plein de fois de Zaccharie Risacher, c'était pour mettre ça un petit peu en avant, le fabuleux joueur sans ballon qu'il est. Et maintenant, peut-être les prochaines étapes, justement, ça va être de devenir un peu plus avec le ballon. Parce que par contre, l'aspect de finition, moi, je la trouve vraiment très bonne. Et même si les chiffres, pour l'instant, au cercle, confirment pas totalement ça, moi, l'impression visuelle que j'ai, c'est qu'il sait finir au cercle de différentes manières et il sait s'adapter un petit peu aux réactions de la défense. Pour l'instant, on n'a que 62% de réussite au cercle. C'est pas terrible. C'est moyen, à peu près, entre guillemets, pour un ailier. Mais du coup, voilà, c'est un peu le joueur qu'il est devenu sur cette première saison. Maintenant, ce que je vais avoir envie de voir le plus, c'est et du catch and drive et du drive and kick. Mais le drive and kick, pour moi, je pense que c'est difficile. Et je sais pas si le passing, c'est quelque chose qui va se développer chez lui parce qu'il y a pas forcément les signes, déjà les signes statistiques sont mauvais, mais ça pourrait être que son rôle et ce qu'il est demandé de lui. Mais c'est plus est-ce qu'il sera capable de débloquer ses épaules, entre guillemets, et d'envoyer des ballons là où son corps ne va pas. Et pour l'instant, c'est des choses que j'ai pas vraiment vues et qui peuvent être un peu pas inquiétantes, mais en tout cas qui peuvent montrer certaines limites dans, les capacités qu'il va avoir offensivement pour finir ses actions ou passer. Donc attends, on redit le chiffre, c'est 41% depuis combien de temps? Depuis après le All-Star Game. Voilà, et en fait
C'est vrai que la stat est aussi utile parce qu'on avait commencé l'année en étant assez peu efficace. Donc souvent il y a un peu ce qu'on appelle un biais d'ancrage où il commence très mal. Après, en réalité, il faut toujours faire gaffe sur les pourcentages, sur les tout petits échantillons. Et c'est un peu l'histoire de ça. Et ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, d'ailleurs, c'est quoi la stat globale de fin d'année? C'est 36, je crois, 36% à 3 points sur l'année. Donc, dans la moyenne. Et forcément, un échantillon commence à devenir stable à peu près au niveau des 250-300 au niveau du pourcentage. Et encore, pour connaître le vrai niveau pour sûr d'un shooter, on attend plutôt les 800-900. Donc, en fait, quand on dit en début d'année, il a 28% sur jusqu'au 1er janvier. Je crois que c'est ça la stat, c'est ça, 28%, 29% jusqu'au 1er janvier. Ouais, c'est un mauvais shooter. Bah non, c'est juste qu'il avait tenté à peine 60 tirs, quoi, pour le coup. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Mais tout comme d'ailleurs, 41%, c'est pas non plus son niveau, 41% sur la fin d'année. Donc c'est vrai que les réactions, parfois, oserais-je dire, les surréactions qu'il y a pu avoir en début d'année étaient à mon avis un peu infondées. Il fallait juste le temps que ça se normalise, avoir un assez gros échantillon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, tu vois, moi j'avais une stat sur lui, c'est 82, c'est son pourcentage de paniers assistés. Et que, en fait, pour l'instant, on a exactement ce qu'on nous a promis à la draft, en un sens. C'est-à-dire un mec qui est 82%, c'est beaucoup, 82% qui surviennent sur une passe décisive, donc créée par autrui. Et donc je pense qu'on a exactement un mec qui est un finisseur, un connecteur aussi, éventuellement, si un peu, on peut arriver un peu à développer ce passing aussi. On est aussi très fans tous les deux, je crois, on a déjà parlé ensemble du toucher de balle et du fait que, voilà, tu vois, il est à 42% dans la zone des flotteurs. Ça montre quand même plutôt de bonne capacité là-dedans, et le fait qu'il puisse un peu finir des deux mains aussi en fin de drive, c'est toujours assez agréable, et ça montre un plutôt bon toucher en général. Donc il y a de quoi faire en fait. C'est un shooter, 3 points, un mec que tu peux aussi, qui peut attaquer un peu des close-out, comme tu as dit, même s'il n'y a pas l'explosivité, mais ça peut quand même attaquer en sortie de dribble quand il y a déjà un décalage et quand le mec se jette pour contester son tir à 3 points. Ça peut finir au panier des deux mains. C'est un mec qui est assez altruiste, même très altruiste. Voilà, il n'y a pas une créativité de passing qui est si géniale que ça, ou de type All-NBA ou quoi que ce soit, mais c'est quand même du bon liant dans une attaque finalement. Et c'est en ça que je trouve qu'il a déjà pas mal de valeur. C'est-à-dire que la défense, on pourra en parler, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais offensivement, c'est presque un plug and play dans quasiment toutes les équipes NBA en fait. C'est l'archétype du joueur qui n'a pas besoin de ballon, et qui a même pas besoin, je trouve, d'avoir du ballon pour avoir un certain apport offensif, parce qu'il va vraiment étirer la défense et il est constamment en mouvement. Donc il va coûter peu cher déjà en termes de salaire vu qu'il est rookie, mais peu cher en termes de ballon. Et une fois qu'il en a un, il y a un peu l'aspect de décision rapide de soit je tire, soit j'attaque le close-out, soit je passe et je me replace. Donc c'est le plug and play. Alors c'est sûr que pareil, d'un plug and play parfait, ça fait pas forcément rêver pour un premier choix de draft. C'est ça. Mais en même temps, c'est la draft qui a voulu ça aussi. Donc et c'est pas de sa faute si les prospects autour de lui étaient pas beaucoup plus intéressants entre guillemets quoi. Disons que c'est aussi pour ça que j'ai pris cette stat, parce que 82% de paniers assistés, c'est peut-être sans doute inédit pour un first pick récent, en tout cas. Enfin, j'essaie de voir si je pense à un joueur, mais je crois que non, tu vois, en 2023, Davis peut-être au tout début, c'était pas autant qu'avant, mais tout de même peut-être pas à ce point. Wiggins, il y a quand même un peu de création. Towns, Ben Simmons, Markel Fultz, non. Ayton peut-être. Ayton doit être par là, mais c'est un intérieur, donc c'est pas pareil. Enfin bref, c'est vrai que pour un first pick, on peut se dire, mais attends, et un first pick, un role player, grosso modo, parce que c'est ce qu'il est. C'est un peu nul. En l'occurrence, c'est le fait aussi, rappelons-le, que la draft était quand même d'une qualité qui était très faible cette année-là. Aussi parce qu'on était sur une cuvée de lycéens en 2023 qui était assez très très nulle. Donc c'est juste la conjecture, un peu le hasard, quoi. Parfois il y a des bonnes générations, parfois il y en a des moins bonnes. Et je pense que c'est à peu près sûr qu'on aura un meilleur joueur drafté après. C'est sûr, parce que des mecs après, c'était il y avait peut-être un niveau plancher qui était plus bas, mais avec chacun un potentiel d'aller parfois plus haut. Tu vois, un Rich Shepard qui a un plutôt accès création, s'il explose, ça peut devenir un meilleur joueur que Rizaché. Stéphane Cassel aussi, Ron Holland aussi, qui a un peu de création, effectivement, gros talent de lycée, talent pur. Enfin, je pense qu'on peut prendre beaucoup de monde dans cette draft. C'est à peu près sûr qu'il y en aura un qui fera mieux que Zachary Rizaché. Mais
en quoi le pic des Hawks pardon, est très bon, c'est que tu sais pas lequel va sortir et va exploser. Et que Rizaché, c'est celui qui est à peu près le plus sûr, et c'est un peu, je trouve, la confirmation qu'on a eue. Donc tu vois, si tu avais pris Rich Shepard, par exemple, et que Shepard se plante, bah t'aurais été mal, quoi. Ou si t'avais pris un Stephen Cassell et que Stephen Cassell se plante, bah t'aurais été mal. Alors que Rizaché, c'était potentiel maximum un peu plus bas, sans doute, mais un plancher qui est très 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 satisfaisant. Donc c'est aussi la particularité de ce first pick, en un sens, qui, je pense que Rizaché, dans la draft 2025 qui vient de passer, il aurait été plutôt 7, 8, 9, quoi, un peu dans ce range-là, à mon avis. Donc, toujours faire gaffe aussi par rapport à ça, au niveau des drafts, hein, voilà, c'est un classement, mais qui dépend aussi, c'est un peu hasardeux, quoi. Tu vois, c'est comme, je le dis à chaque fois, la draft 2013, Anthony Bennett est first pick, il aurait été 15e pick une année normale, parce que la draft 2013 était très très basse. Donc toujours un peu faire gaffe à ça. Mais stat intéressante que j'avais noté, il est 36e sur 40 au niveau des spot-up. Et en fait, ça vient pas tant que ça du shoot, je pense, parce que le shoot, on a dit, il est dans la moyenne. 36e sur 40 avec sur 40 joueurs qui font pas mal de spot-up. Hein. Mais c'est que ça manque un peu d'explosivité à la fin, quoi. Ça manque un peu, d'ailleurs, pas que d'explosivité, peut-être aussi un peu de lancer franc, aller chercher des lancers francs. Ouais. Mais je dis ça aussi parce que donc spot-up, c'est soit catch and shoot, soit à partir d'une position de spot-up, de réception du ballon, j'attaque le panier. Pardon, j'ai pas expliqué. Et donc peut-être qu'il manque ce côté drive de spot-up, mais c'est pas encore inquiétant, même pas du tout, parce que le shoot, je pense, peut devenir meilleur que cette saison où le début d'année a été un peu mauvais, plus l'agressivité qui va venir, et surtout le côté plus solide, plus costaud, en fait. Il est encore assez jeune et il est pas mature physiquement encore. Dernier truc sur le drive, peut-être la provocation de lancer, je pense qu'il est aussi victime de son toucher, et où il y a des fois, il essaye de contourner parce que il a un toucher qui peut, entre guillemets, peut-être compenser ça, plutôt qu'essayer de provoquer la faute. Et je pense que parfois il manque d'agressivité, c'était le bon terme que tu as utilisé, mais je pense que parce qu'il est un peu victime de son toucher, qui parfois peut lui permettre de sortir de situations où il y a une bonne défense face à lui et il est obligé de faire le tour. Au sujet de la défense, c'est sur l'homme, je trouve ça moyen plus sur l'homme, entre guillemets. C'est plutôt sur le off-ball que j'ai trouvé ça très intéressant il est aussi un peu le défenseur qu'il est il ressemble au joueur qu'il est en attaque, parfois en défense, dans le sens où il est très concentré sur où est-ce qu'il est placé par rapport au ballon, par rapport à sa match-up, dans quelle aide il va venir. Alors, physiquement, c'est pas non plus, ça lui permet pas de faire des choses grandioses, entre guillemets, parce que pas hyper explosif, pas hyper costaud, etc. Mais dans sa relation au ballon et à son placement, et du coup comment être placé dans les aides, c'est déjà très bon, entre guillemets, pour son âge. Et encore une fois, il ressemble aussi au joueur qu'il est en attaque, là où parfois il manque peut-être d'agressivité sur les stunts, sur où est-ce qu'il va aller mettre ses mains et tout. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes, j'ai trouvé, surtout off-ball. D'un côté, sur le ballon, cette saison, il y avait Dyson Daniels la plupart du temps sur le porteur de balle. Il a fêté ses 20 ans le 8 avril. Donc en fait, il avait 19 ans cette saison. Mais il est aussi extrêmement jeune, quoi. Donc, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même aussi un intérêt du profil. Pourquoi il a été aussi drafté tôt, c'est qu'en fait, on n'était pas déjà avancé dans son stade de développement. Donc voilà, le même joueur à 22 ans, 23 ans, on se serait dit, bon, ça fait quand même 2-3 ans qu'on voit la dynamique de progression. Voilà, le fait de drafter jeune, à ce point jeune, c'est vrai que c'est aussi un atout, mais je trouve que globalement, la première saison est très très satisfaisante, hein, pour le coup. 25 minutes par match dans une équipe pas géniale, pas élite, mais compétitive néanmoins. Titulaire à 25 minutes par match à 19 ans, franchement, c'est quand même pas mal du tout. Donc maintenant, il faut construire à partir de ça, quoi. Il faut construire à partir de ça avec un meilleur drive, sans doute, au moins du drive de finition, pas de création pure, mais un peu de drive de finition. Est-ce que le 3 points peut pas monter à 37-38%? On l'espère. Je suis pas sûr que ce soit un shooter à 40. Je pense pas que ce soit un shooter d'élite, mais je pense qu'on peut avoir un très bon shooter. Donc ouais, plus la défense. J'ai envie de dire, si la défense est seulement à 6 sur 10, 7 sur 10, c'est déjà bien. Je m'attends pas à ce qu'il y ait une méga plus-value en mode c'est le défenseur artificiel de l'équipe ou quoi que ce soit, mais non, en fait, c'est vraiment un joueur qui est, en fait, très simplement, on va le résumer à la fin, je trouve que c'est un joueur valuable, déjà. Et c'est pas donné à tous les mecs de 19 ans dans des équipes compétitives, donc ouais, c'est vraiment une belle satisfaction. Tiens, je vais te piquer une stat. Si tu veux bien. Vas-y. La 3e stat du jour, je vais te la piquer.
Moi, c'est 51. 51e sur 51. L'efficacité au drive de Dyson Daniels sur les gros drivers. Et moi, j'ai aussi un filtrage au niveau des matchs, minimum 30. Donc toi, je crois que tu n'as pas le filtrage des matchs, donc tu as 84 sur 84, je crois, de mémoire. Mais grosso modo, c'est le driver le moins efficace de NBA qui pourtant est sur un énorme volume. Plus de 10 drives par match. Et en termes de chiffres bruts, 0,95 points par possession. Je le cite parce qu'en fait, on est en dessous de la barre un peu symbolique des 1 point par possession. Autant dire que Dyson Daniels qui drive, c'était pas efficace. Et bon, je prends exprès un peu une stat un peu négative, en tout cas, parce que c'est plutôt là que ça va se jouer. Si je pense que tout le monde a vu passer déjà les interceptions, le plus gros total d'interceptions depuis Chris Paul en 2008, non, ou un truc comme ça, ou bref, depuis 15 ans, plus de 15 ans, je ne sais pas. Bon, ça, c'est un peu trivial, j'ai envie de dire, tout le monde l'a vu, c'est un mec assez extraordinaire en défense, qui était déjà extraordinaire sur ses minutes un peu limitées aux Pelicans, mais qui l'est désormais sur un gros temps de jeu. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est surtout à quel point l'attaque peut être viable. En l'occurrence, l'attaque n'a pas été si intéressante que ça cette année. Il y a toujours le problème du spacing, du catch and shoot. Et le fait est aussi, je suppose qu'il a été obligé un peu plus de driver cette saison. Je pense qu'une équipe normale, sans Jalen Johnson blessé, peut-être qu'on n'a pas autant de Dyson Daniels en drive. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a ce côté où on connaît un peu ses limites de toucher de balle. C'est pas un mec qui attaque le contact non plus. C'est pas un mec qui a un premier pas explosif. Donc, au final, presque, j'ai parlé de l'efficacité, mais presque l'anomalie, c'est de se dire il a 10 drives par match ou plus, quoi. C'est peut-être ça la stat un peu parlante de cette saison. Bah, c'est vrai que sa fréquence au cercle, elle a clairement augmenté sur la saison. Après, il y a un peu du fait de pas de Jalen Johnson. Il y a aussi un peu du fait d'être plus responsabilisé comme deuxième meneur de l'équipe. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait qu'il n'y avait pas de backup à Trae Young. C'est un peu lui, finalement, le backup de Trae Young sur certains moments. Alors que quand il était au Pelicans, il n'avait pas du tout eu besoin de faire ça. Il était beaucoup plus dans un rôle de connecteur. Et je pense que c'était une manière de le passer au révélateur. Et c'est vrai que, ça a révélé le manque d'explosivité, le manque tout simplement de capacité d'aller au bout du drive jusqu'au panier et aussi son manque de toucher, quoi. Donc je pense que ça a été un bon résumé de les limites offensives qu'il pouvait avoir. Maintenant, le rôle de Quinn Snyder, ça va être de lui trouver un rôle offensif viable pour pouvoir profiter de sa super défense. Ben ouais, et puis point positif tout de même là-dedans, c'est qu'il n'est pas efficace en drive. Cela dit, j'ai regardé, donc moi sur mes 51 gros drivers de NBA, plus de 10 par match sur pas mal de matchs cette saison, 8e plus grand en termes de passes en fin de match, en termes de pourcentage de passes en fin de match. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas que dans le drive pour moi-même, il n'est pas que dans le tunnel, c'est pas qu'un scoreur sur drive. Et d'ailleurs, ces chiffres un peu de à quel point il fait des passes depuis le début de sa carrière, on voit bien que c'est quelqu'un qui est très enclin de faire des passes. Il a été aussi drafté très tôt pour ça, voilà, il est top 10 de draft. Donc c'est pas juste un défenseur, quoi. On sait qu'il y a un peu des instincts, une bonne intelligence de jeu, du passing. On espère aussi à terme, il a aussi été drafté haut pour ça, un peu plus de scoring et de création, vu ses qualités physiques et athlétiques. Mais c'est vrai que le côté passing, je trouve qu'on l'a bien vu aussi, notamment de driving kick. Donc si on a un peu ce côté où, ok, il va au panier et il n'arrive pas très bien à y finir, mais il y a aussi un aspect de driving kick et de création de par le drive, qui a aussi son compromis avec pas mal de pertes de balles, on est d'accord. Mais c'est assez intéressant. Donc au final, on a quelqu'un qui... Là, on dit un peu des nuances un peu négatives peut-être par rapport à ça, et parce qu'on pense de suite à la contextualisation, à comment est-ce que ça peut aider ou comment est-ce que ça handicape Trae Young et son attaque de pick and roll vis-à-vis du spacing. D'ailleurs, je pense que le jump shot, on se pose des questions pour le long terme, peut-être on peut commencer à s'en poser désormais, mais mine de rien, le principal, il faut le dire dans ce bilan 2025, c'est quand même la grosse satisfaction, je pense, de cette saison, d'avoir un mec qui s'est révélé gros titulaire d'une équipe compétitive et qui aujourd'hui est un des meilleurs défenseurs de NBA. Est-ce qu'on peut aller jusque là ou pas? Oui, je pense que ça dépend combien tu mets dans les un des meilleurs défenseurs de NBA, ça dépend combien t'en mets des défenseurs. Mais si on en met une vingtaine, oui. Et sur le jump shot, alors t'avais l'air un peu inquiet aussi, non? Ouais, il n'y a pas de toucher, quoi. Ouais. C'est quoi, c'est tout à l'heure, on disait avec Baptiste, 59% de réussite au lancer franc.
Ouais, Ouais. effectivement. Non, mais la question aussi de l'utilisation est importante parce que Ouais. une des manières de le cacher, ce serait de le faire en poseur d'écran, mais bon, tu peux le faire quand il y aura Porzingis sur le terrain, mais est-ce que quand il y aura Jalen Johnson, tu pourras le faire? C'est là où on retombe aussi sur ce côté, d'accord, l'équipe, on a mis des défenseurs, mais maintenant, manque de spacing, quoi. Il y a un peu redondance de manque de shoot. Donc je sais pas, tu vois, il a que 21 ans, hein, lui aussi. Il se fait drafter très très tôt dans le top 10 de la draft 2022. Le talent est là. Maintenant, reste à voir comment est-ce qu'on peut finir de le façonner, peut-être. C'est une manière de le présenter qui est peut-être un peu meilleure. Bon, est-ce que tu as des stats sur lui? Est-ce que tu as du steal percentage? Est-ce que tu as des, est-ce que tu as des trucs comme ça? Ça a été vu et revu. Donc non, j'avais une stat similaire. Moi, j'allais dire, il a jamais été aussi efficace et pourtant Dieu sait qu'il est pas efficace. Donc voilà, il y a quand même un peu de progression là-dessus et moi j'allais parler du fait qu'il y a un peu plus de volume, du fait voilà qu'il soit un petit peu plus un backup maintenant et pas juste un role player connecteur. Tu dis backup, toi. Il est quand même à 76 titularisations. Non, mais alors backup meneur, il est titulaire dans son équipe. Ah d'accord, mais oui. C'est le porteur de balle backup parce que il y a pas grand monde après Trae Young, quoi. Très bien, eh bien je peux te lancer. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta Hawks 2025? Eh ben, ma 3e stat du jour, c'est numéro 3. Parce que Pourquoi numéro 3e stat du jour? On n'est pas à 4? Non, voilà, on est à la 4e stat du jour, mais du coup, c'est 3e. Voilà, je vais pas dire numéro 3, je vais dire 3e, ce sera plus clair. Onyeka Okongwu est le 3e joueur le plus efficace sur pick and roll en tant que finisseur, parmi les joueurs qui en font plus de 2 par match. Ah, intéressant. Et je sais qu'Onyeka Okongwu, c'est pas ton joueur préféré. Je sais que c'est pas à raison parce que il a jamais réussi en 5 ans à prendre la place de Clint Capela dans 5 de départ. Du coup, tu peux te dire bon, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça bloque? Défensivement, c'est un intérieur mais en fait qui fait que 6-9 de haut. Donc bon, qui a un peu d'envergure, mais du coup qui est pas non plus qui est plus un défenseur de switch qu'un défenseur du cercle entre guillemets. Mais j'ai trouvé que voilà, il y avait des belles choses cette année en termes de finition au cercle, et il y a aussi des choses qui se sont développées un peu plus dans un jeu un peu plus multidimensionnel. Et je voulais parler de l'efficacité du coup sur cercle sur pick and roll pour dire on est en présence d'un rim runner de qualité. Et en plus de ça, on est en présence d'un joueur qui a augmenté son volume de passing, qui est passé à 0,71 de ratio de playmaking. Donc chez les intérieurs, c'est quand même plutôt intéressant. Et il y a aussi son 3 points qui s'est développé, qui continue entre guillemets de se développer, où il est passé, entre guillemets, il est presque maintenant à 20% de tirs tentés à 3 points. Donc ça fait clairement partie de son régime de tir. Alors déjà, je me prends un procès, alors j'ai rien prononcé sur lui encore. Je sais que toi tu l'aimes pas, tu dis. Non, mais je sais que t'as jamais été un grand fan entre guillemets, ou alors t'as été déçu. T'as été peut-être déçu. C'est pas ça, c'est que j'étais moins haut que les fans des Hawks qui ont de suite été très hauts. Ouais, ok. Mais en fait, pour moi, là, effectivement, alors le fait qu'ils prennent pas la place de Capela, c'est peut-être un indicateur, je sais pas, mais non, mais cela dit, moi la limite que j'avais, c'était il faut être patient, et le côté, en fait, le problème, ça restait un peu la défense pour l'instant, mais offensivement, ça a toujours été un mec hyper intéressant, et notamment, il se fait drafter aussi premier tour pour ça. C'est-à-dire que c'est un pivot, même s'il est petit, ça reste un pivot qui avait des qualités offensives de shoot, en tout cas de promesse de shoot, même si ça met un peu de temps à se confirmer. Mm-hmm. Et de passing aussi, tu vois, c'est un peu le jour et la nuit avec Capela. C'était ça aussi, le passing. Je crois que tu as cité son ratio de playmaking et à quel point il fait des passes relatifs à son nombre de ballons. Donc non, c'est pas que je l'aime pas, au contraire, c'est que je trouvais que les fans étaient de suite très chauds, alors que je me dis, bon, on est que à 20 minutes par match, quoi. On n'était pas encore, voilà, si vraiment c'était déjà un mec qui était genre un des 10 meilleurs jeunes de NBA, il aurait déjà pris la place, mais bref, fermons cette parenthèse. Mais non, moi j'aime bien ce profil-là, et comme tu dis, c'est quoi, c'est 3e efficacité de finition au panier? Ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi dû au fait qu'il a des très grands bras, parce qu'on a parlé un peu de sa taille, qui était petite pour un pivot, 6'9 à peine, alors je sais pas combien ça fait en centimètres, mais c'est vrai qu'on a quand même des bras qui sont une envergure assez imposante, et qui
plus que donne l'impression, qui fait qu'il peut jouer un peu plus grand que sa taille aussi, quoi, pour le coup. Donc ça, c'est un peu le bonus qu'on a pour l'instant en attaque avec ses bras. Ce qui me dérange un peu plus aussi, c'est qu'on n'a jamais vu le même bonus en défense, pour le coup. C'est peut-être un peu ma déception, c'est que, tu vois, on prend ces chiffres depuis 4-5 ans, l'impact au panier a jamais été transcendant comme ses bras pourraient peut-être lui permettre, en un sens. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas très grave. Je pense que ce qui est surtout l'autre point de bascule, c'est par rapport au jump shot. À quel point est-ce que le jump shot peut se développer? Parce que si le jump shot se confirme, et c'est peut-être pas encore totalement le cas, mais on a clairement un partenaire de pick and roll qui peut être génial, quoi, parce que tu aurais un peu ce côté pas forcément explosif, mais tout de même vertical au panier avec ses bras, plus un peu le pick and pop. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu des promesses parce qu'il a un bon toucher de balle, il a un bon flotteur, donc on le voit, hein, il a des mains, quoi. C'est pas du tout il provoque un peu des fautes. Je pense que ça l'aide pas mal aussi à l'efficacité. C'est aussi intéressant d'avoir un intérieur avec lequel tu peux faire du pick and roll qui est une bonne menace au lancer franc pour pas que ce soit quelqu'un qui soit facile à arrêter, entre guillemets, dans le sens tu peux faire du Aka ou Nika et un peu te laisser profiter d'un retard et être très agressif sur le porteur de balle, parce que comme il a le short roll, le petit shoot et la capacité d'aller au cercle, c'est difficile de trop envoyer de la défense sur le porteur de balle et de le laisser un peu seul, quoi. Effectivement. Et tu vois, un truc que j'aime bien chez lui, comme dit, c'est de loin, ça ressemble à du Capella, ça ressemble à un catch and finish un peu classique, mais justement, quand tu creuses un peu, il y a du passing, il y a l'intelligence de jeu, il y a un peu de capacité à prendre des décisions en mouvement, ce qui est pas trop, a jamais trop été Capella. Et puis il y a le côté touché de balle, où tu prends un peu la zone des flotteurs ou des hook-shots. Il a toujours été très bon dans cette zone-là, 44%, 53, 46, 45, et encore cette année 49%. Donc tu sens que, tu vois, tu as parlé de la finition au pick and roll, ou quand il va au alley-oop ou au dunk, ou même en finition au panier. Mais tu as même aussi ce truc où, en fait, quand tu lui donnes un peu la balle à quelques mètres du panier, donc pas directement sous le cercle, il y a aussi ce toucher qui fait qu'il est un peu dangereux là-dedans. La question, c'est pas l'attaque pour moi, et ça n'a jamais été l'attaque, c'est un peu ce qu'on disait déjà l'an passé, c'est la défense, quoi, finalement. Parce qu'à mon avis, si on a un jour un défenseur solide, ça peut largement faire un pivot titulaire en NBA. Or, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que c'est un peu du mal à venir, ce côté défensif, même si, on l'a dit, c'est pas que lui, il y a toute l'équipe, peut-être une question de schéma aussi, tu parlais un peu de faire des switches, c'est vrai que ça pourrait être intéressant vu son profil, mais la question défensive n'est pour moi pas encore totalement réglée, en fait. Oui, je suis assez d'accord, et je pense que justement le switch avec l'alternative il y aura Porzingis, donc tu peux avoir un défenseur de drop safety avec Porzingis, et lui, du coup, l'utiliser sur des schémas de switch. Et du coup, là, tu as un peu un duo de pivots qui est capable de t'apporter les deux types de défense, ce que faisait Boston avec Porzingis quand il voulait pas faire du drop, utiliser plutôt Horford pour faire du switch all. Un autre truc que j'aime bien, et que c'est le steal percentage, qui est plutôt pas mal pour un pivot. Donc là encore, tu vois que c'est pas un mec qui est totalement neutre, en mode bah non, je suis qu'un grand qui fait des contres, et puis finalement j'ai aucune compréhension de la défense collective. En général, l'indicateur des steal percentage est pas mal là-dessus pour le QI basket, donc il est pas mal aussi de ce point de vue-là. Donc ouais, mais tu vois, on parle de ça. Enfin, il y a quand même un flou, on le voit bien, entre qui peut être poseur d'écran, qui participe au spacing, s'il participe au spacing, est-ce qu'il peut être bon, donc Porzingis va arriver, mais Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, il y avait Clint Capella, on se dit aussi que Dyson Daniels, il pourrait être utilisé en poseur d'écran. Tu vois, au final, on dit, il y a quand même plein de noms intéressants, mais c'est aussi plein de noms imparfaits en un sens, quoi. Donc on peut aussi comprendre la non-optimisation de Trae Young en un sens, quoi. Oui, ça fait partie des profils pas parfaits à côté de Trae Young, que Trae Young essaye de bonifier à l'inverse, pour le coup. Voilà pour Onyeka Okongwu. Alors, si tu me laisses placer ma quatrième, moi c'est 63. Avec plaisir. Ça te va, je peux y aller? Ouais, tu peux. Ma quatrième stat du jour, moi c'est 63. Le pourcentage d'efficacité au panier de Clint Capella. Ça a un peu baissé. Ça a un peu baissé, 63%. Ça fait d'ailleurs 2 ans que c'est ça. En fait, c'est la deuxième année qu'il est pas hyper top. Il était à 61% l'an passé. Donc ça confirme un peu la baisse de niveau, on va dire, sur l'impact au panier. Alors que c'est vrai que
le prime de Clint Capela, les années à Houston, et voilà, dans ses plus belles années, on est plutôt autour des 70% de tirs au panier. C'était une des meilleures cibles de pick and roll de NBA. Alors peut-être pas au niveau Anthony Davis, déjà à l'époque, mais quand même, c'était un partenaire qui était génial sur pick and roll. Et là, c'est vrai que on a cette chute d'efficacité au panier. Quel est le problème? C'est que le panier, la finition est un peu un des seuls trucs qui fait en attaque, mine de rien. Autant on a dit, au Congo, il y a un peu ce jeu de dribble and off et de jeu de main à main où tu peux lui filer la balle, il prend des bonnes décisions. Autant Capela, c'est pas trop le cas. Donc, chute de l'efficacité au panier, chute également, qui est assez significative de à quel point il provoque des fautes. Et ça aussi, c'est un indicateur peut-être d'un début de déclin ou de mauvais niveau de jeu ou déclin physique, je sais pas comment on peut l'interpréter, mais on est à peine à 11% de shooting fall percentage, ce qui est pas top, ce qui est moyen, on va dire, surtout pour des pivots, 11%, alors que l'échelle des tout meilleurs va aller jusqu'à 20%. Les tout meilleurs de NBA sont autour des 20, même plus que 20% pour des pivots, de 20% de shooting fall percentage, les fautes pendant une tentative de tir. Et même lui, donc, dans ses grandes années, quand il était en top forme, il était autour des 17%, 15, 16, 17%. Donc voilà, c'était quand même très bon. Donc non seulement il est moins efficace au panier, mais il provoque aussi moins de fautes. Donc ça pourrait signifier ceci. Et puis même globalement 1,06 points par possession au niveau du roll. Le roll ROLL sur pick and roll, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour les joueurs qui en font plus de 2 par match. Je crois que tu as cité l'efficacité de Okongwu, qui est 3e meilleur, hein, c'est ça? 3e meilleur sur les plus de 2 par match. Yes. Et bien Capela est le 5e pire. Il est 23e de NBA sur 27 à plus de 2 par match. Et encore, autour de lui, tu vois, il y a des mecs qui sont dans des rollmen, des mecs de pick and pop, dont le 3 points est un peu en panne, de type Lauri Markkanen, Alexandre Ossard. Donc, c'est même pas des mecs où tu te dis, voilà, le roll est pas efficace parce que les jambes sont lourdes et qu'il peut plus finir au panier. C'est des mecs qui prennent des pick and pop et en panne. Mais donc voilà, c'est pour faire un constat, et c'est la fin du chapitre Capela à Atlanta. Il est arrivé depuis Houston, pas si vieux que ça. Il est toujours pas si vieux que ça. Hein. Capela, il doit avoir 31, 32, un truc comme ça. Je pense qu'il est draft 2014. Donc 10 ans de carrière, sachant qu'il arrive à 20 ans, 21 ans. Il est pas si vieux que ça, mais on a l'impression que l'érosion est là depuis quelques temps déjà, et qu'il fait presque plus vieux que ce qu'il n'est, en fait. Dans le jeu, en tout cas, on le sent, malgré ses jambes de 30 ans, déjà un peu cramé physiquement, peut-être à cause de blessures, ou en tout cas, on retrouve pas le Capela avant blessure, peut-être. On peut le dire comme ça, et c'est peut-être aussi pour cette raison que les Hawks sont passés à autre chose, en fait. C'est qu'il a pu faire de bons passages, voire de très bons passages. Les playoffs 2021, évidemment, il les a aidés à aller jusqu'en finale de conf avec sa finition. La saison 2023 était aussi de bien meilleur niveau. Je me souviens, on en avait parlé dans le top 100. Il était quand même revenu un peu. Mais là, on est en 2025 et on achève une deuxième saison décevante, une deuxième saison où le physique semble un peu, malgré son jeune âge, un peu déficitaire. Et donc, son jeu se reposant beaucoup sur le physique, c'est ce qui fait que là, il va passer de j'étais le pivot titulaire d'Atlanta à je suis le 3e pivot des Rockets. Donc, page tournée pour Capela côté Atlanta, sur finalement une saison qui est pas si bonne que ça, en fait. Oui, clairement. Et puis, je pense que son physique, c'était aussi son explosivité. Donc, c'est capable de compenser peut-être son manque de taille par un peu plus de jump et tout ce qui va avec. Et là, il y a même plus sa taille, entre guillemets, vient un peu montrer que c'est une limite aussi. Donc bon, je ne pense pas qu'ils vont leur manquer, et je pense que le fait qu'ils aient tiré du jus aussi tard de Clint Capela montre qu'ils ont vraiment du mal à trouver un partenaire à l'intérieur qui correspond exactement à ce qu'il faut à Trae Young. Bah, quand ils le prennent en 2021, il a 26 ans, quoi. Donc, donc, en plus, il sort de 2 saisons où il a jamais autant joué, alors qu'il a jamais eu vraiment des énormes temps de jeu. Mais il y a 2 ans en carrière au-dessus des 30 minutes par match, c'est 2019 et 2020 chez les Rockets. Même avant ça, tu sais, la fameuse année 2018, il est à 27 minutes par match. Bon, c'est un titulaire, mais un petit titulaire, quoi, pour le coup. Donc, même 2017, il est titulaire, mais à 24 minutes par match. Bref, quand ils le prennent à l'époque, c'est vrai qu'il a que 26 ans. Donc, tu te dis, bon, ben voilà le partenaire. Et finalement, ça n'a pas duré tant que ça, malheureusement. Donc ça fait un passage chez les Hawks qui a duré 5 saisons, avec du bon, du moins bon. Et encore là, j'ai parlé de son inefficacité au panier et de sa non-présence au panier, lancer franc et sur le pick and roll. Mais presque la stat la plus pertinente qui illustre le mieux sa saison décevante, c'est le fait qu'il ait joué à peine 21 minutes par match. Ce qui n'arrêtait pas de décliner. Et là, on est vraiment sur quasiment
je vais pas dire un joueur gadget, mais ok, il était titulaire, mais il jouait à peine 20 minutes. Et pour le coup, j'ai pas l'impression que c'était parce que Okongwu était à ce point fort et il lui a totalement piqué la place, etc. Non. C'était vraiment, Capella, ça devient un peu compliqué dans pourtant sa saison où il avait 30 ans. Donc voilà, fin de saison, fin de cycle pour Capella côté Atlanta. Porzingis arrive, on l'espère, un peu moins blessé que Capella, peut-être, mais c'est pas sûr. Et donc je peux te lancer quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta 2025. Porzingis arrive, mais ils ont déjà un joueur à l'intérieur qui pourrait être intéressant. Encore un. Et ma stat, c'est 30. Ouais. C'est le nombre de matchs joués depuis février par Mohamed Gueye. Et je dis 30 avant le 1er février, après le 1er février, parce que avant le 1er février, il avait joué que 4 matchs dans la saison. Ouais. Et du coup, il est rentré dans la rotation un petit peu sur la pointe des pieds sur la deuxième partie de saison. Et il joue quand même 17 minutes par match pour le coup. Et il y a 25% de ces minutes où il les joue en tant que pivot. Donc tu vois, ça vient aussi peut-être du fait qu'il y ait Onyeka Okongwu qui ait pris la place de Capella. Et un petit peu aussi Mohamed Gueye. Mais je suppose que là, il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire, mais qui est Mohamed Gueye ? Mais qui est-il ? Qui est-il ? Du coup, Mohamed Gueye est un joueur d'originaire de Dakar qui a commencé le basket très tard parce qu'il préférait le foot. Et du coup, prospect un peu brut, disons en termes de toucher basket et de position sur le terrain, mais un athlète vraiment très intéressant. Il fait 6'10", 6'11" en termes de hauteur. Enfin, en termes de taille, mais envergure 7 pieds 3. J'ai vu passer aussi 2,24 m. Je sais pas si ça correspond à peu près, mais voilà. Donc, il a de très grands bras. Et il se déplace assez bien en plus. Et du coup, ça nous donne... Alors, attention les yeux, il va falloir vraiment prendre les stats avec des pincettes parce qu'on parle vraiment d'un échantillon assez petit, vu qu'on est sur 500 minutes sur la fin de saison. Mais on a 3,3% de block percentage et 2,3% de steal percentage. Pas mal. Pas mal. Du coup, là, je pense que si tu fais le fil sur 500 minutes, des mecs qui ont les mêmes stats que lui, tu vas avoir Wembanyama et c'est à peu près tout. Après, voilà, petit échantillon, beaucoup de fautes aussi, ce qui montre aussi un peu l'aspect brut. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas seulement un pivot. Voilà. Il y a un peu plus c'est pas juste un rim runner parce que ils ont essayé, et c'était déjà le cas quand il était du coup à la fac. Dans ton équipe préférée d'ailleurs, non ? Il était dans ton équipe préférée, il me semble. Washington State, les Cougars de Washington State. Les Cougars de Washington State. Et il a été au lycée avec Jalen Green, Josh Jackson et Gary Trent Jr. Voilà, pour aller un petit peu au bout de la présentation. Et du coup, un joueur assez intéressant physiquement qui, du coup, a pas des promesses de tir parce que le tir rentre pas encore. Mais en tout cas, au moins le culot de les prendre, entre guillemets, parce qu'il prend 43% de ses tirs à 3 points. Pour l'instant, il y a 27% de réussite, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais il y avait un peu son tir qui était mis en avant comme potentiellement à développer ou qui pourrait ajouter un petit peu de différence et de polyvalence à son jeu. Et on a parlé du coup du playmaking défensif pour gagner un petit peu cette bataille des possessions et générer de la transition. Là où il est très fort aussi et très impactant, c'est au rebond, un petit peu des deux côtés du terrain. Et du coup, je trouve que c'est un profil qui pourrait être potentiellement intéressant un petit peu à développer en backup. Du coup, il joue plus 4 que 5. Et il y a des flashs de défense et de bataille au rebond et aussi un petit peu d'apport qu'il peut avoir dans le jeu avec soit un tout petit peu de passing, soit du déplacement depuis la ligne à 3 points qui est assez intéressant. Et du coup, voilà, je me suis dit que il y avait pas que des choses positives à dire sur ces Hawks, mais que lui faisait un peu partie peut-être des choses qui pourraient être intéressantes à développer sur l'année prochaine. Mais non, mais alors effectivement, c'est un jeune... Mais là encore, tu vois, c'est un joueur intéressant, mais qui vient se rajouter aussi à ce côté. C'est cool, mais quid un peu du secteur intérieur de l'an prochain, quoi. Ouais, je suis d'accord. Les places vont être chères un peu à prendre, pour le coup. Tu vois, je sais pas sur quel joueur tu vas aller, mais je me suis dit, une fois qu'on aura fait Risa Shea, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Dyson Daniels et Trae Young,
peut-être se faire un petit kiff, quoi. Et du coup, voilà, c'était mon petit kiff. Je sais pas sur qui tu vas aller, toi. Eh bien justement, on n'a pas trop parlé de Trae Young. Donc moi, ma 5e stat du jour, c'était 7. C'était le nombre de pull-up à 3 points de Trae Young. Oui, Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. J'en ai une autre en fait, c'est 1,10. 1,10 c'est pour Trae Young et c'est l'efficacité sur drive. 1,10 points par tir sur des tirs tentés en fin de drive. Donc quand on parle d'efficacité, c'est et les lay-ups et les lancers francs provoqués. Tout ceci compte. Donc c'est vraiment sa productivité sur drive. 1,10 points cette saison, 37e efficacité sur 51 gros drivers. 37 sur 51, moyenne basse, on va dire, moyen mauvais. En 2024, 1,10. En 2023, 1,10. En 2022, 1,12. Bon, je pense qu'on a une certaine stabilité au niveau du drive. Alors, cela dit, quand tu es à 1,12 en 2022, ça a un peu plus de valeur puisque le contexte offensif était moindre qu'actuellement. Ouais. Mais bon, pas des tonnes non plus, hein, pour le coup. Mais... Donc, on a une certaine stabilité. Et ma question, c'était, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à une forme de plafond, peut-être pour Trae Young, où, tu vois, en termes de réussite globale, c'est vrai que ça fait, par exemple, 3 ans. Donc, il est à... là, cette année, il a quoi ? Il a moins de 2%. L'an passé, il était à plus 1. L'année d'avant, il était à moins 1% relatif à la moyenne. Évidemment. Donc, grosso modo, on est toujours au niveau de la moyenne. On s'en fiche à peu près. Voilà, on est à la moyenne. Et finalement, sa seule année où il avait un peu explosé en termes d'efficacité, c'était 2022. Or, 2022, que s'était-il passé ? Le drive n'avait pas changé, comme on dit. Alors qu'en plus, on a dit, hein, il y avait John Collins, il y avait Kevin Huerter, il y avait du shoot, ok. La différence, c'est qu'il était un peu en surchauffe à 3 points, mais aussi parce que, notamment, 48% sur les catch and shoot. Mais en fait, c'est un 48%, vous ne voyez pas, je fais des guillemets parce que c'est pas un vrai pourcentage. Je veux dire, c'était sur 50 tentatives ou un truc comme ça. Et bref, il était un peu en surchauffe à 3 points en 2022, 38%, voilà. Et pareil, autre chiffre, 35,2, son pourcentage à 3 points en carrière. Donc c'est allié évidemment à son efficacité d'un point de vue des pull-ups, au fait qu'ils prennent beaucoup de pull-ups, donc c'est des tirs plus compliqués. Il les met cette année à 34%, c'est bien pour des pull-ups à 3 points, c'est pas mal du tout. Mais globalement, ça reste un régime de tir assez compliqué. Et on a affaire à un mec qui en carrière est à, donc aujourd'hui, si on fait le bilan, 3500 tentatives, 3600 même. Donc c'est assez pour connaître le niveau d'un joueur, presque pour de vrai. On est à 35% sur autant de tentatives. Donc je pense qu'on a affaire, comme on pouvait dire à la draft, non pas à un shooter calibre 40%, mais plutôt 36-37, on va dire. Donc voilà. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond avec Trae Young ? Par rapport au drive, on voit que ça change pas beaucoup. Par rapport aux 3 points, on sait que c'est cool, voire même très cool. Quand on ajoute la nuance du pull-up, c'est très cool. Mais est-ce que finalement on n'a pas atteint un plafond en termes d'efficacité et qu'en fait il va nous faire une carrière à juste, sauf une saison où il sera en surchauffe à 3 points, il va péter un peu à plus 5, plus 6, plus 7%, mais sinon il faut s'attendre à le voir à être efficace, voilà, pas mal sur drive à peu près dans la moyenne, 3 points à peu près dans la moyenne. Je pense qu'on a peut-être atteint un plafond de scoring et que maintenant la valeur à gratter, ça va être sur le playmaking collectif et sur à quel point est-ce qu'il peut augmenter l'offensive rating de son équipe via sa distribution, mais ça passe, comme on l'a dit depuis le début, de par une contextualisation, de par du spacing, de par des bons partenaires de pick and roll, etc. Mais je sais pas, je sais qu'on aime beaucoup tous les deux Trae Young et que parfois il est un peu sous-coté ou un peu critiqué parfois à tort vis-à-vis de Atlanta qui gagne pas, entre guillemets, qui gagne pas. Je pense que ça reste un excellent moteur collectif, mais peut-être que sur son propre scoring, on n'aura jamais affaire à un chapeau 1 en fait, de superstar en fait. Ouais, pour moi, le drive, c'est aussi, ça peut être lié peut-être au manque de spacing. Et il y a un autre lien à ça, c'est il est peut-être limité aussi par le volume de fautes qu'il arrive à provoquer sur tir. Par la taille, ouais. Ouais, voilà, tout simplement. Et je pense que c'est, tu vois, dans les excellents drivers, tu as souvent les mecs qui sont capables de shooter et du coup qui créent beaucoup de difficultés à défendre leur drive et qui par cela aussi arrive du coup à provoquer beaucoup de fautes. Et c'est là où peut-être Trae Young a un peu plus de mal, c'est qu'il n'arrive pas toujours à convertir là-dessus. Et c'est comme c'est difficile de finir sur drive quand on est aussi petit que lui, si en plus il n'y a pas la provocation de faute, ça devient un peu compliqué. Je trouve pas mal, je trouve même pas mal sur lancer franc, mine de rien. Alors c'est pas élite, ça ne sera jamais, mais ouais. C'est quand même pas mal. C'est juste que quand il n'y a pas faute et qu'il doit finir ses lay-ups, il le fait en dessous du niveau du panier, donc c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué et je pense que c'est là aussi où au niveau du coaching, de le mettre plus en mouvement sans ballon et de peut-être créer encore plus de vitesse au moment où il commence le drive pourrait aider. Et je pense Ouais. qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Et je pense qu'on l'a répété plein de fois. On a dit que le nombre de catch and shoot avait diminué, que c'était dommage et que ça impacte directement son efficacité. Je pense que même le driving en mouvement et la récupération de balles sur des end-off et sur des get action permettrait de débloquer quelque chose aussi, quoi. Et puis aussi, enfin on parlait, il y a ça aussi, hein, évidemment, on le précise pas, mais la taille, petit bras et manque de pop vertical font que, bah, tu vois, sur drive, il prend quasiment, j'exagère un peu, mais quasiment 2 fois plus de flotteurs que de tirs sous le cercle. Il est autour des 17-18% de tirs sous le cercle depuis 2 ans. Il est à plus de 30% au niveau des flotteurs des short mi-distance. Donc il y a ça aussi. Et en plus, il aimait bien, il a un très bon toucher de balle, ça on le connaît. Donc il aimait ces flotteurs. Mais être bon sur flotteur, c'est 46%. Être très mauvais au panier, c'est 53%. Mais voilà, pourtant un point est un point, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faudra aller au panier plus, et à la limite, 53% en étant mauvais au panier comme il l'est actuellement, bah 53 c'est quand même au-dessus de 46. Donc bref, les standards sont pas les mêmes, les attentes de rentabilité sont pas les mêmes, évidemment. Mais donc il y a un peu cette limite où il y a une époque, j'avais peut-être un peu plus d'espoir sur à quel point il peut exploser offensivement, et peut-être qu'il pourra encore le faire. Mais aujourd'hui, il a quoi? Il a 27 ans bientôt. Je pense qu'on a à peu près tué qui tué à partir de 27 ans et Ouais. 6-7 années en NBA, quoi, pour le coup. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais scoreur. Au contraire, c'est juste que je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait un scoreur à gros volume niveau de la moyenne qui, tactiquement, peut apporter plein de solutions via le pull-up à 3 points, via le pull-up à 2 points, mais que maintenant, pour aller gratter encore un peu plus de valeur et en faire un All-NBA, third team, second team, voire first team, je ne sais pas. Mais maintenant, ça passe aussi par gratter un peu plus sur le niveau de son playmaking. Et ça, c'est vrai que c'est pas non plus Doncic, mais je trouve qu'en termes de moteur collectif, c'est peut-être quelque chose qui est un peu sous-estimé. À quel point est-ce qu'il peut être le moteur d'une bonne attaque, même s'il a encore, il y a un plafond, je pense, oui. Mais voilà, tout ça, c'est aussi lié à sa taille. Il a encore un niveau playmaking, tu sais, il peut pas faire les mêmes passes que Doncic parce qu'il a pas la même taille non plus. Donc, t'as beau être créatif, quand t'as des bras petits et que le ballon part de plus bas et que ta taille est plus petite, bah oui, t'as pas accès à des passes que peuvent faire LeBron, Doncic. Et, tu vois, c'est pareil. Chris Paul, c'est un peu pareil. Chris Paul a toujours été plus petit, donc il y avait des passes, la skip passe vers le corner opposé. Il a jamais vraiment été capable de la faire, mais voilà. Chris Paul a aussi pu être le moteur d'excellentissimes attaques. Donc voilà, pour l'instant, je suis un peu sur ma faim, on va dire, parce que je pense qu'on pourrait faire quand même beaucoup plus offensivement avec lui, malgré ces quelques limites, entre guillemets limites, qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Mais ça nous fait quand même un mec quand on prend et scoring et impact offensif de playmaking, je pense qu'on est encore facilement top 20, top 25, top 30 à peu près dans cette zone-là, quoi. Oui, oui, bah, je pense que c'est à peu près cette zone-là et je pense qu'on ne sera toujours jamais à l'abri d'une saison où il est en surchauffe aussi. Et je pense que dans sa carrière, il en aura deux, trois et ce sera marrant de les regarder un petit peu et dire, ouais, quand le pull-up rentre, entre guillemets, quand le pull-up devient celui d'un vrai joueur efficace sur pull-up, c'est dément, quoi. Donc, à voir, mais L'autre stat que j'avais sur lui, c'est 29% de paniers assistés. ouais, waouh. Et il est plus assisté qu'auparavant où il était tout seul à 15%, 17%, ok. Oh là là. Mais j'aimerais bien le voir grimper un peu zone, je sais pas moi, zone Jamal Murray ou des mecs comme ça qui sont autour des 40-50% quoi, de paniers assistés. Mais là encore, c'est pas totalement son jeu et ça pourrait. Enfin voilà, c'est le côté off-ball, le côté jeu en sortie d'écran, le côté shoot en sortie d'écran aussi. Peut-être qu'il pourrait le faire, le côté arriver lancer, les cuts, non, évidemment. mais ne serait-ce que sur des jeux de main à main, peut-être. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a ça aussi en termes d'efficacité qui peut-être met un plafond. C'est qu'il a pas autant de paniers faciles que d'autres, peut-être. Mais bref, voilà pour Trae Young, à peu près, il fallait quand même un peu faire le point sur sa saison, qui finalement ressemble à beaucoup de saisons qu'on a connues de lui, hein, pour le coup. Donc on a le Trae Young d'habitude, mine de rien. Mais voilà pour Trae Young, et donc on a dit chacun nos 5 stats de la saison. Est-ce qu'il te reste un peu des stats ou des joueurs dont tu voulais discuter en bonus, en fin de podcast? Je sais qu'on n'a pas parlé de Vit Krejci, notre chouchou. Ouais, bah j'ai été, tu vois, pour le coup, il a encore une saison efficace, mais c'est très bizarre, mais c'est un joueur qui a un ratio de playmaking qui est très haut. Et Ouais. pourtant, j'ai l'impression de voir un mec qui réclame beaucoup de ballons et qui en donne pas forcément beaucoup. Et c'est pas un joueur que je trouvais fondamentalement très intéressant, entre guillemets, sur le terrain en termes de synergie collective. Et après, je pense qu'il a aussi voulu un peu se montrer parce qu'il y avait beaucoup de place
au playmaking cette saison, vu qu'il y a eu pas mal de blessés. Mais franchement, j'ai été un peu déçu. Et pourtant, quand tu regardes les stats d'efficacité, ouais, c'est assez impressionnant. Il est à 43% à 3 points. Ouais, Ce qui est 72 au cercle, 60% sur les longs mid-distance. Ouais, et que je pense que c'est pas vraiment son vrai niveau. Non. Hein. 43% à 3 points. Je pense que c'était même un peu. C'était une des limites de son profil, de dire. C'est peut-être pas un shooter extérieur de si bon niveau. Après, j'aime bien, moi. J'aime bien, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est pas un mec qui est connecteur de base. C'est pas un mec qui est un role player de base. C'était un meneur de base. Meneur de très grande taille. D'où l'intérêt et d'où l'attrait du profil. Pour ça que OKC l'avait drafté à l'époque. Drafté ou récupéré en undrafted, je sais plus. Non, drafté, ouais, drafté. Mais voilà, c'était un meneur de grande taille. Après, il manque un peu peut-être le scoring, le côté shoot extérieur. Mais moi j'aime bien, j'ai bien aimé sa saison. Visuellement c'est sympa. Oui, on est d'accord. Hunter d'ailleurs, on n'a pas parlé de DeAndre Hunter. La fin de DeAndre Hunter côté Atlanta. C'est vrai que ça y est, c'est fini, on a tourné la page. La création n'est jamais vraiment venue en fait chez lui et il a été utilisé en monnaie d'échange finalement. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur sa saison, hormis le fait que bah voilà, il mettait ses 3 points un peu comme voulu, mais j'ai l'impression qu'on a toujours été un peu déçu de la défense en fait. Bah de la défense et même du passing. J'ai l'impression que c'est seulement si tu veux, un joueur de mismatch, mais pas si intéressant que ça que sur le mismatch et pas si intéressant que ça off-ball non plus. C'est un peu Jabari Smith, quoi. Non, c'est un peu ça. Et je pense que je préfère encore. Je préfère la défense de Jabari Smith, mais je préfère l'attaque de DeAndre Hunter. Mais cela dit, c'est un vrai bon shooter. Hein, tu vois, il était encore 40% cette année, 38 l'an passé, bon 35 il y a 2 ans, mais 38. Il a 37 en carrière sur 4 par match. Il a un petit pull-up, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a. Je pense que Atlanta l'aurait gardé si c'était un vrai bon défenseur proportionnel à ses aptitudes physico-athlétiques en fait. Mais la déception, c'est que on-ball, ça pouvait être cool ou passable. Ça a jamais été génial alors qu'il a des mensurations à la Kawhi Leonard. Donc ça, c'est un peu décevant. Et même surtout en défense off-ball en fait. Tu vois, on parlait un peu de ça, les schémas peut-être de stunt ou de protection de panier, etc. Il a jamais été vraiment bon là-dessus. Donc j'étais un peu étonné qu'il l'échange pour aussi peu finalement, tu vois, parce que le package retour est pas si bon que ça. Hein. C'est quoi ? Il y a George Niang qui arrive là-dedans. Caris Levert. Il y a Caris Levert. Il y a peut-être un pic qui est arrivé dans le lot. Je l'espère, je sais plus. Mais le prix m'avait semblé un peu bas. Pour le coup, même si le joueur est un peu décevant, le prix m'avait semblé un peu bas. Non, il n'y a pas de pic. Hein. Tu vois, il n'y a pas de pic. Donc je sais pas. Un peu déçu qu'Atlanta ait abandonné de cette manière le cas, on va dire. Même si le joueur était pas top. Mais à part ça, non, je sais pas. Bogdanovic aussi d'ailleurs qui a été échangé, pas grand chose à dire non plus. Hein, on le connaît un peu comme d'habitude. Pour le coup, Larry Nance, tiens, un mec que t'aimes bien, toi, Larry Nance. Ouais, un peu déçu. Bon, de toute façon, pas beaucoup joué, pas beaucoup d'utilisation. Ouais. Quand il est sur le terrain, j'aime bien, mais il y a peu de minutes, quoi. Exactement, 24 matchs à peine pour Larry Nance. Et tu m'avais demandé hors antenne de pouvoir parler pendant un quart d'heure sans t'interrompre de David Roddy. Donc vas-y, parle-nous de David Roddy et je ne t'interromps pas. Moi, j'aurais à la limite pu parler de Keaton Wallace, que je trouvais assez intéressant sur les moments où il n'y avait pas Trae Young, mais qui est quand même aussi assez limité, qui est plus un meneur gestionnaire sans vraiment de scoring. Donc, en réalité, c'est très vite limité aussi, quoi. Qui est le frère de Cason Wallace. Mais est-ce que Cason Wallace a un frère en NBA ? Oui, mais c'est son grand frère, je crois. Alors que Cason Wallace, c'est déjà un joueur confirmé et son grand frère, pas encore. Je crois que Keaton Wallace fait partie de cette équipe qui va battre Boston à Boston sur le tournoi. Sur le parquet vert. Sur le parquet vert dégoûtant là, sponsorisé par Pitch. Sans Trae Young en plus. Exactement, sans Trae Young et avec un Dyson Daniels et un Jalen Johnson qui ont fait passer Jalen Brown et Tatum pour un peu des quiches. Ouais. C'est ça, c'est exactement eux. Garrison Matthews, tiens, tant qu'on parle un peu des joueurs hipsters de All Hipster Team, il était dans la première, il est encore là, il fait ses 17 minutes, 39% à 3 points, voilà, ça fait 2 ans qu'il shoot bien à 3 points, donc je suis content, petit shooter de poche en sortie d'écran, voilà. Non mais je pense qu'on a fait un petit tour assez complet de ces Atlanta Hawks, et l'idée c'est, on est un peu entre deux. Voilà. On a envie d'y croire, mais ça met du temps à se confirmer. Je crois que c'est un peu on va y croire une année de plus, et au bout d'un moment, on va commencer à porter réclamation, quoi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur le Basket Lab pour ce bilan, encore une fois. Avec grand plaisir, j'espère que les travaux n'ont pas trop dérangé.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc voici pour nos amis les Atlanta Hawks et pour l'énième passage déjà de Azad dans cette série des bilans, merci à lui de repasser encore une fois. Mais voilà, c'est vrai que pour Atlanta, on est un peu, comme dit dans le podcast, un peu entre deux chaises. L'océan entre deux chaises, va-t-on dire, entre full attack, full defense. Et bon, on suivra quand même d'assez près parce que l'intersaison a été assez bonne côté Atlanta. Bon, je suis un peu plus bas que la moyenne, c'est pas non plus fantastique, mais il est vrai qu'il existe un scénario où ça devient une très très bonne intersaison si Porzingis n'est pas blessé, si Nickel Alexander-Walker peut prendre un plus gros rôle qu'à Minnesota, etc. Luke Kennard aussi, est-ce que ça peut tenir en défense? Voilà, c'est une équipe qu'on aime bien suivre tout le temps, mais l'an prochain, ça ne va pas déroger à la règle. Bref, voici pour ce bilan, et nous on se retrouve demain pour un prochain bilan, et je pense que demain on va se retrouver pour le bilan des Sacramento Kings. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.